Bienvenue dans le podcast Marketing Mania. Aujourd'hui, j'accueille Harry JMG. Harry s'est fait un tatouage par lui-même. Ça veut dire qu'il a acheté des aiguilles et un pot d'encre. Et il s'est tatoué sur le poignet « Just do it ». Ça vous cadre le personnage. C'est un gars qui a commencé comme étant un coursier à vélo, qui devient YouTuber, qui devient le coursier à vélo le plus célèbre de France, qui devient ensuite créateur de logiciels qu'il a codé lui-même, qui devient consultant expert sur les coursiers à vélo encore une fois, et qui devient finalement développeur freelance et créateur de logiciels. Ce que vous allez découvrir dans cet épisode, c'est comment trouver une opportunité à laquelle personne ne pense et comment gérer quand cette opportunité et tous vos revenus s'évaporent du jour au lendemain. On parlera de comment c'était de faire partie de la première promotion de l'école 42, cette fameuse école fondée par Xavier Niel qui est censée amener une toute nouvelle manière de faire de la pédagogie pour apprendre aux gens à devenir développeurs. On parlera de la méthode bourrin qu'a utilisée Harry pour trouver ses premiers clients en tant que freelance. Et ça sera un exemple de comment parfois les choses sont plus simples que vous pouviez l'imaginer et qu'il suffit de penser de manière logique sur les premiers principes pour commencer à pouvoir trouver des clients. C'est aussi un exemple du fait que ça fait jamais de mal de demander. On parlera ensuite de YouTube et notamment de comment est-ce que vous pouvez trouver votre audience et comment est-ce que Harry a pu prévendre une formation pour 10 000 euros. Et on parlera du côté obscur de ce projet puisque ça a été une certaine douleur de créer sa première formation. On parlera de si vous faites une formation en prévente, une première formation, quelle est la bonne ambition à faire et à la fois la douleur de créer cette formation qui a été assez costaud et le plaisir de pouvoir faire des ventes en automatique et d'avoir une source de revenus qui tourne tout seul, surtout que maintenant il est moins actif sur sa chaîne YouTube. On parlera des opportunités imprévues et imprévisibles qui s'ouvrent quand vous créez du contenu de manière publique ou comment est-ce que Harry est devenu l'expert français sur la question des coursiers à vélo à travers quelques vidéos YouTube. Et finalement, on parlera du professeur en psychologie canadien qui est devenu une superstar sur YouTube en postant des vidéos totalement improbables. Un gars qui a changé la vie de Harry et dont l'équipe de Marketing Mania et moi le premier sommes extrêmement fans. Et juste avant de passer à ma conversation avec Harry, j'ai quelque chose de nouveau à vous annoncer. On parlera avec Harry de le bénéfice de devenir freelance, de pouvoir générer ses revenus quand vous avez besoin d'avoir des revenus, de pouvoir trouver des clients, de pouvoir construire un réseau, de pouvoir vendre vos compétences. Et en fait, ce qu'on va découvrir, c'est que si vous voulez devenir freelance, si vous voulez avoir ce filet de sécurité qui est que vous pouvez toujours générer des revenus en vendant vos compétences, eh bien, le fait d'avoir des compétences monétisables, c'est que une partie du puzzle. Il faut aussi, bien sûr, avoir ces compétences qui vont être autour de gestion de projet et surtout de vente. Et ce qu'on découvre, c'est que toutes les entreprises recherchent des bons prestataires, recherchent des bons freelances, recherchent ce qu'on pourrait appeler un super freelance, mais que soit ils ont du mal à les trouver, soit ils vont faire appel à des réseaux internes où un entrepreneur va connaître un autre entrepreneur et vont se refiler des freelances. Une entreprise va demander à ses collègues s'ils connaissent pas des bons freelances. Et donc, si vous êtes de l'extérieur, ça peut être difficile de vous dire comment est-ce que je vais percer dans tous ces réseaux, comment est-ce que je vais me faire connaître, comment est-ce que je vais démontrer mes compétences, ma crédibilité et la valeur que je peux apporter. Et pour ça, j'ai créé une petite formation gratuite qui s'appelle « Devenir un super freelance » que vous pouvez rejoindre en allant sur marketingmania.fr. Bien sûr, si vous rejoignez la formation gratuite, j'ai également une formation payante sur ce sujet-là qui arrivera après, qui arrivera derrière pour vous enseigner de manière plus profonde ces compétences-là. Mais rien qu'en suivant ces emails gratuits, vous allez avoir des bonnes idées sur comment construire ces compétences de vente, de networking, ces compétences de gestion de projet pour devenir un super freelance, le freelance que toutes les entreprises recherchent. L'adresse, c'est marketingmania.fr/freelance. Et sur ce, je vous propose d'écouter ma conversation avec Harry JMG. Salut Harry et bienvenue sur le podcast. Bien, merci Stan. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans la vie ? Ouais, mais il faudrait que tu m'aides parce que c'est pas facile dit comme ça, tu vois. Donc moi, je t'ai découvert sur ta chaîne YouTube. Ouais. C'est comme ça que j'ai appris que tu existais. Parle-moi un petit peu de la chaîne YouTube et on va commencer par là. Alors, la chaîne YouTube. Donc, ça a commencé avec des vidéos sur les coursiers à vélo, il me semble. Hein. Il me semble. Parce qu'avant, j'avais fait d'autres vidéos, mais c'était des vidéos perso, genre j'essaie de faire un film à la maison avec ma famille, tu vois, donc c'était pas ouf. Donc, ouais, j'ai commencé par parler des coursiers.
Parce que, Ça parle un peu de ce truc-là, parce ouais, que tu avais fait des vidéos qui marchaient bien dessus. Tu avais des vidéos qui avaient pas mal de vues. ouais, grave. Parce qu'en fait, c'était un job qui venait d'arriver un peu sur Paris, en France, quoi. Et, euh, et ça changeait vachement de tous les autres petits jobs qu'on pouvait faire à l'époque, tu vois, genre, je sais pas. Donc tu bossais, c'était quoi les apps à l'époque pour lesquelles tu bossais? C'était juste Stuart, en fait. J'allais dire d'autres trucs. C'est une livraison de bouffe, du coup? En fait, c'est un peu comme, tu vois, Uber Eats, par exemple, c'est que la bouffe. Mais Stuart, c'est vraiment tout. Donc, ça peut être des courriers, ça peut être des colis, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, quoi. Un transport de quelque chose, quoi. Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est à vélo que ça se fait. Tu t'es lancé là-dedans, tu faisais les courses à vélo et t'as commencé à faire des vidéos dessus. Exactement. Euh, C'était quoi pourquoi est-ce que tu t'étais lancé dans le boulot de coursier à l'origine? Ah bah, pour avoir un peu de fric, quoi. Pour avoir un peu T'étais quoi, étudiant? Ouais, j'étais étudiant à ce moment-là. J'avais déjà fait des tafs au McDo, au KFC, ce genre de trucs. Tu vois. Et puis, c'était le moment où je me suis dit, bon, faut que je retrouve un autre job. Et puis, je suis tombé là-dessus. Et j'ai bien fait d'y aller, quoi. À quel moment est-ce que tu t'es mis à parler sur ta chaîne de ça? Est-ce que c'est arrivé direct? Est-ce que c'est arrivé un peu plus tard? Non, c'est pas arrivé tout de suite. En fait, je regardais pas mal YouTube à ce moment-là. Et, et j'avais toujours voulu commencer à faire des vidéos et tout, parce que je regardais vraiment beaucoup. Et à ce moment-là, je regardais des vidéos sur le. C'était des gens, tu sais, qui expliquaient des trucs en histoire ou qui racontaient la vie de personnages, tu vois, avec pas mal d'animation. Et je trouvais ça super bien fait, tu vois. Et je me suis dit, mais moi aussi, il faut que j'apprenne des choses aux gens de cette manière-là, quoi. Et donc, du coup, j'ai essayé d'apprendre un peu sur. Je sais plus, comment il s'appelle ce logiciel Adobe quelque chose qui permet de faire des animations, quoi. En gros, After Effects? c'est pas After Effects. After Effects, c'est plus pour les effets spéciaux, mais il y a un truc, c'est Ouais. vraiment plus limite dessin animé, quoi. Je sais plus comment il s'appelle le truc, mais en tout cas, j'ai commencé à toucher ce truc-là. Et au début, je voulais faire une vidéo uniquement, enfin, sans montrer ma tête, quoi. C'était censé être juste un dessin animé où il y avait un petit personnage qui allait expliquer des trucs, quoi. Ce qui demande un boulot En, dingo en en fait, termes de montage et d'animation. en fait, ouais, je me suis vite rendu compte que c'était vraiment compliqué, quoi, de faire des animations comme ça. Du coup, je me suis rabattu sur mon beau visage. Je me suis dit, vas-y, je vais parler en face caméra, et puis c'est ce que j'ai fait, quoi. Un truc que j'ai remarqué tout de suite quand je suis tombé sur ta chaîne, c'est que tu es super bon face à la caméra. Tu passes vachement naturellement, tu as une grosse énergie. Ça, tu t'en es rendu compte directement? Ah non, non, non. Non, non. En fait, au tout début, enfin, je me rappelle encore de ma première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne. Euh, tu vois, j'avais posé ma caméra dans un endroit et tout. Enfin, tu sais, il y a beaucoup de préparation et puis tu te rends compte que tu n'arrives pas à parler devant une caméra, en fait. Je suis là, j'essaie de parler et puis je me dis, putain, mais c'est nul ce que je dis là. Et du coup, tu effaces, tu recommences. Ah, mais là aussi, c'est nul. Tu effaces, tu recommences. Ça a duré vraiment longtemps. Et donc, à l'aise devant la caméra, peut-être que ça se voit de l'extérieur, tu vois, mais au tout début, en tout cas, on n'y était pas, quoi. Et aujourd'hui, tu y es? Aujourd'hui, je fais un peu moins de vidéos. J'ai un peu, j'ai un peu, j'ai un peu perdu le rythme, quoi. Puisque ce qui était bien quand j'étais coursier, c'est que je faisais des vidéos sur le job et puis ça s'enchaînait assez rapidement. Parce que même à un moment, je faisais des vidéos chaque jour pour dire voilà comment ça se passe aujourd'hui, voilà, je travaille comme ça, machin, machin. Et une fois que j'ai arrêté ce job-là, bah, du coup, c'était un peu moins, tu vois, il y avait un peu moins de but dans mes vidéos. Du coup, je me suis rabattu un peu sur ma vie, en gros, genre comment est-ce que je fais pour gagner de l'argent en règle générale. Et mais c'est différent, je sais pas. Du coup, je sais pas. Ce changement de vie a fait que j'ai un peu lâché les vidéos, je sais pas. Peut-être c'est le temps que je m'y retrouve un peu, que je sois un peu plus à l'aise dans ce que je fais comme taf pour ensuite l'expliquer en vidéo, tu vois. C'est-à-dire, tu fais quoi comme taf en ce moment? Là, en ce moment, moi, je fais un travail de développeur informatique. Donc là, par exemple, à l'heure où je te parle, je suis en mission de freelance. Donc, je suis dans une boîte et je suis payé pour des trucs, des courtes missions. Là, c'est 20 jours, par exemple. Et, euh, et voilà, quoi. Du coup, je fais du web, quoi. Explique donc, du coup, tu es sur place? Exactement, je suis sur place et c'est moins propice aux vidéos, quoi, puisque forcément, il y a une Ouais. équipe qui est là, je suis pas tout seul dans ma bulle où je peux raconter ma Mais vie. tu arrives quand même à faire un podcast. Ah oui, bah oui, parce que bah bien sûr, le freelance, c'est ça qui est bien, c'est qu'on est un peu libre, quoi. T'arrives comme étant le mec qui sait faire, tu vois. C'est bon, je sais faire, je gère. Je me mets dans une salle, j'ai un call, là, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Tu fais ce que tu veux, en fait. C'est quoi ton positionnement dans ce cas-là par rapport à la boîte? T'es amené comme étant quelqu'un qui est un expert sur un truc pointu?
Ben ouais, c'est ça. C'est carrément ça, ouais. Là, par exemple, je suis là comme développeur front-end. Donc, en gros, ce que je dois faire, c'est la façade de leur application, quoi. Et, euh, et ben voilà, je suis le mec qui sait faire ça, quoi. Pour eux, je suis le gars qui sait faire ça, donc c'est ce que je fais, Bon, du quoi, coup, t'es autonome, quoi, tu fais ton truc. carrément. Et puis, même si Ouais. j'étais pas expert, enfin, en fait, il y a des fois des missions que je prends et que je suis pas forcément expert. Tu vois, c'est un scoop, je vais te le dire aujourd'hui. Euh, je, euh, en fait, il suffit de faire genre, tu vois, tu cherches un peu sur Google et puis tu finis par trouver la solution, quoi. Je sais qu'il y en a qui sont un peu moins débrouillards que d'autres. Je me considère comme quelqu'un qui arrive à toujours trouver la solution, tu vois. Donc, c'est pratique dans ce genre de mission, tu vois, où les gens, ils ont besoin de quelqu'un qui arrive au résultat, quel que soit le trajet au final. Comment t'as trouvé tes tout premiers clients Est-ce que j'avais trouvé une anecdote marrante là-dessus avec les annuaires, tes tout premiers clients en freelance? Ouais, c'était ça. C'était mais à l'époque, j'étais pas en freelance. J'étais juste au lycée. J'étais juste au lycée et puis je voulais gagner de l'argent. Et je me suis dit enfin, j'avais entendu pas mal d'histoires de gens qui payaient super cher pour faire des sites web. Ouais, je me disais, mais c'est impressionnant, quoi. Les gens payent des 10 000 euros. Enfin, à cette époque-là, dans ma tête, un site web, enfin, je savais pas qu'il y avait de l'argent dans tout ça, en fait. J'avais pas conscience Ouais, de ça, en tout cas. c'est un truc que tu pouvais faire toi-même en quelques jours chez toi dans ta chambre et mettre Exactement. des images de Naruto et Exactement. Exactement. Et du coup, ouais, donc ce que j'ai fait, c'était que du coup, pour trouver mes premiers clients, j'allais sur des annuaires. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'astuces, tu sais, dans les conseils de référencement. En tout cas, à l'époque, je sais plus si c'est le cas encore aujourd'hui, tu vois, mais les conseils, c'était de s'inscrire sur des annuaires, quoi, histoire que ton lien apparaisse un peu partout sur Internet. Et, euh, et du coup, étant donné que je savais que les débutants faisaient ça pour se faire référencer, je pouvais trouver directement les débutants sur ces annuaires-là. Je classais par date d'arrivée, puis je regardais les sites les plus nuls, vraiment les plus moches. Et ces mecs-là, je les contactais, enfin, en tout cas, quand ils avaient un but lucratif, parce que sinon, je savais qu'ils n'allaient pas avoir d'argent. Et je les contactais et je leur proposais, du coup, de les aider, quoi. Et ça a marché. Ça a marché. c'est fou que ça marche. Ce que je me suis dit, tu vas avoir des prospects qui sont pas qualifiés, tu vas avoir des gens qui ont pas de budget et tout. C'est ouf que tu pouvais décrocher des clients là-dessus. Aujourd'hui, si je faisais ça, enfin, je me satisferais pas de 500 euros par mois, tu vois, par exemple. Ouais, Mais à l'époque, on me donnait 300 euros par mois, j'étais trop content, quoi. J'étais au lycée, je n'avais jamais gagné d'argent et ouais. je me disais que c'était déjà trop bien. Alors qu'en fait, ça vaut beaucoup plus cher. Maintenant, je me rends compte aujourd'hui. Tu sais, mon tout premier job, c'était ça. C'était à longueur de journée soumettre des sites à des annuaires. Je faisais dans une boîte et je faisais ça. C'était mon seul job. 7 heures par jour, je soumettais des sites à des annuaires. Du coup, tu avais plusieurs annuaires sous la main et du coup, c'est ça. Et J'avais une liste d'annuaires, j'avais des milliers d'annuaires, quoi. J'avais des milliers d'annuaires. Il fallait faire une rotation sur les sites pour pas qu'il y ait trop de liens qui arrivent d'un coup. Donc, c'était le truc le plus rébarbatif. Je vais te dire putain, une petite anecdote de la douleur du mec qui soumet des sites à des annuaires. C'est les catégories. Parce que chaque annuaire a un système de catégories et ils peuvent te rejeter si pas t'es le pas dans même. la bonne catégorie. Mais ils ont tous un système qui est différent. Donc, genre, faut dire ça, putain, ça rentre dans quelle catégorie, sur celui-là. Ils les font pas de la même manière. Et t'as une liste de catégories, tu sais, avec un menu déroulant de 50 trucs. Donc, faut que tu cherches un par un quelle va être la plus. Et tu remontes peut-être que le Ça truc devait être d'avant, horrible. c'était mieux. Ça devait être carrément horrible. Voilà. Mais du coup, vous avez des clients du coup qui cherchaient à se faire référencer, c'est ça? Euh, donc je bossais pour une boîte et ils faisaient du référencement pour des sites et ils avaient aussi leur propre site. Et à l'époque, ils faisaient du AdSense. D'accord, ok, je vois. Ils avaient leur propre site, ils avaient du trafic, ils mettaient des pubs AdSense. Mhm. Et moi, ils m'avaient engagé en tant que stagiaire. J'étais au lycée à l'époque, je faisais ça pendant l'été. Ouais, ouais. Et je faisais ça, mais ils m'avaient filé le truc le plus répétitif au monde, quoi. Ouais, Enfin, je sais même pas si aujourd'hui ça existe encore, parce que je pense que tous ces systèmes d'annuaires sur Google, ils ont dû perdre. Google s'est aperçu de ce qui se passait. Ils ont dû perdre un petit peu de leur efficacité. ouais, je pense Euh, que c'est un peu moins hype qu'avant, c'est clair. ouais. Pourquoi est-ce que quand tu étais étudiant, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans le coursier à vélo plutôt que te remettre dans la programmation directement? Parce que je me rendais pas compte je pense que je me rendais vraiment pas compte parce que moi, la programmation, faut savoir que j'en fais depuis longtemps et puis ça a jamais été, je l'ai jamais vu comme un métier ou comme un gagne-pain, quoi. Pour moi, c'était plus un hobby qui me permettait de faire des trucs pour m'amuser, quoi. Et du coup, quand j'étais étudiant, il n'y a pas de moment où je me suis dit, tiens, c'est une compétence que j'ai que je peux vendre, en fait. Enfin, pour moi, c'était pas, je le voyais pas comme ça, quoi. Et du coup, je pensais que je pouvais faire que des petits jobs pas qualifiés, quoi. Alors qu'en fait, pas du tout.
Mais ça, tu comprends plus tard, quoi. Je grandis, quoi. Ouais. Et t'as fait quoi comme étude? J'ai fait quoi comme étude? Alors, j'ai fait un bac S. Et puis ensuite, alors j'ai fait un bac S. Pourquoi? Parce que je voulais faire le truc le plus large possible, parce que je savais pas du tout quoi faire, en fait. Et puis, tu sais, les conseillers qui te disent, le bac S, ça t'ouvre le maximum de portes, donc vas-y. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Ce qui est absurde d'ailleurs, hein. Enfin, c'est. Bah, limite, en fait, c'est ça pas veut pas la dire même chose, grand-chose. quoi. Ouais, c'est pas la même chose. Et du coup, donc j'ai fait ça parce que et du coup, à un moment, je me suis dit, je vais faire médecine parce que c'est le truc le plus dur entre guillemets, parce que je savais vraiment pas quoi faire. Et finalement, juste avant, je me suis dit, bah non, je vais faire de l'informatique parce que c'est quand même un truc que j'ai un peu touché. Enfin, j'ai commencé à me rendre compte que c'était quelque chose que j'aimais bien et peut-être que c'était une bonne idée de creuser là-dedans. Et donc, c'est ce que j'ai fait, une licence d'informatique. En tout cas, j'ai fait la première année. Et puis ensuite, je suis allé à l'école 42. Donc, juste pour donner un peu de contexte aux gens, qu'est-ce que c'est? Parce que, au cas où, ils savent pas. Ah bah, l'école 42, c'est une école qui se revendique comme étant unique, qui apprend la programmation à des jeunes qui ne sont pas forcément diplômés d'ailleurs, qui n'ont pas forcément le bac, quoi que ce soit, hein, qui peuvent venir vraiment de n'importe quel milieu. Et, euh, et c'est réputé comme étant difficile, puisqu'il y a une sélection assez compliquée. Et puis ensuite, c'est une pédagogie un peu différente, puisque après, quand tu rentres, il n'y a ni prof, ni cours. Et c'est uniquement basé sur des projets. Donc, c'est fondé par quoi, Xavier Niel et qui d'autre? Voilà, le fameux Xavier Niel. Et Ouais. puis, comment il s'appelle? J'ai oublié, c'est un des anciens directeurs de Epitech. Epitech, donc, il y a une autre école très connue d'informatique à Paris. Donc, en fait, 42, c'est un peu une forme d'Epitech, mais gratuit et plus compétitif, quoi, dans le sens où il y a une sélection beaucoup plus compliquée. Il suffit pas de ramener ton chèque et de rentrer, quoi. Comment ça fonctionne si t'as ni prof ni cours? Quand t'arrives le matin, il se passe quoi? Tu arrives le matin, déjà, il faut que tu arrives le matin parce qu'il faut se motiver à y aller le matin quand il n'y a pas de prof, pas de cours, justement. Ce qui se passe, en fait, c'est que tu as des projets à faire, des projets qui ont l'air archi compliqués. Enfin, c'est fait en sorte que quand on te donne le sujet, tu te dises, waouh, je ne sais pas si je pourrais faire ce truc un jour, quoi. Et en fait, tu es totalement perdu au début, puis tu avances avec tes voisins, tu te débrouilles, en fait. C'est la vraie vie, quoi. C'est la vraie vie, mais dans une école, en fait. T'avances comment? Du coup, tu fais des recherches sur Google, tu vas Exactement. regarder Tu apprends à chercher, sur des en fait. forums. Ouais, T'apprends à t'apprends à chercher, chercher. t'apprends à trouver, et puis ça finit par fonctionner, quoi. Et du Tu coup, penses que ce modèle, il serait applicable en dehors de la programmation ou c'est une démarche qui est vraiment spécifique? en dehors de la programmation, je sais pas, mais je sais déjà que, ce que je me suis dit, c'est que ça pouvait pas convenir à tout le monde. Enfin, il y a beaucoup de gens que j'ai vus à la sélection, par exemple, qui arrêtent complètement en 42 très rapidement, parce qu'ils sentent que c'est trop basé sur, ils sont trop lâchés dans la nature, en fait. Euh, donc ça convient pas à tout le monde. Il y en a qui ont vraiment besoin d'être accompagnés, d'être machin. Donc pour ça, les études classiques, c'est mieux. Mais moi, j'ai bien aimé, en tout cas, personnellement, la pédagogie un peu libre de 42. Ça m'a Tu plu. vois, moi, j'ai fait une école de commerce et il y a pas mal de matières où je sentais que un prof, il pouvait pas te donner grand-chose, tu vois. Ouais. Typiquement, le marketing, tu vois. Le prof, il va te dire quoi? Le marketing, il y avait des cours sur genre les organisations et en gros, il te donne 2, 3 frameworks théoriques Mhm. et puis ensuite, c'est tout, quoi. Tu vois, le reste, c'est de la pratique. D'accord. Et je me demande si la programmation, moi, j'ai pas été très loin au niveau programmation, mais je me demande si c'est pas un peu la même chose dans le sens où, ok, on peut te donner la théorie, mais tant que t'as pas mis assez les mains dedans, tu comprends pas ce qui se passe, quoi. Moi, effectivement, c'est la sensation que j'ai. Après, j'ai toujours peur de généraliser parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va arriver et dire non, mais attendez, moi, j'ai suivi une licence et j'ai vraiment kiffé. Enfin, bref. Mais en tout cas, moi, c'est vrai que je suis comme toi. Je pense que la programmation, c'est quelque chose qui s'apprend plus tout seul que par quelqu'un, en fait. Il faut que tu sois dans la boue et que tu te battes tout seul, tu vois, pour apprendre et, et, et monter en compétence dans ce domaine-là, en tout cas, je pense. Hmm. J'imagine que ça évolue pas mal aussi sur le point de vue de la techno. Donc, il y a un côté aussi, t'apprends uniquement en cours. T'imagines que, je sais pas combien de temps ça prendrait, peut-être sur un horizon de 5 ans, t'imagines que tes compétences que tu as apprises en cours ont été un peu obsolétisées. Donc, il faudrait que tu sois capable de continuellement réapprendre et te former pour que ça reste pertinent. Mhm. Et du coup, en fait, la métacompétence d'être capable d'apprendre par toi-même est plus importante que le Exactement. langage exact que tu as appris. Exactement. Ouais, franchement,
c'est ce que j'ai tiré de 42, hein, pour revenir à ta question tout à l'heure. Ce que j'ai tiré de 42, c'est vraiment ça. C'est cette compétence de se dire, on est capable de tout, en fait. Tu peux tout faire par toi-même, en fait. Il suffit de chercher. Et comment est-ce qu'eux, ils te donnent cette pédagogie? Moi, c'est un truc qui m'avait beaucoup frustré, notamment quand je suis passé par la prépa. Mhm. C'est que la prépa, c'est une opportunité incroyable parce qu'il y a une pression énorme sur ta capacité de travail. Donc, il y a une grosse opportunité de te dire, je vais monter en gamme. Tu vois, tu étais un petit lycéen qui faisait des trucs un peu à droite à gauche, qui révisait au dernier moment la journée d'avant et ça, tu t'en tirais. D'un coup, tu arrives en prépa et il faut que tu t'emmagasines une quantité improbable de connaissances sur un horizon de 2 ans. Donc, l'horizon de temps change, la quantité de trucs à savoir change. Et donc, du coup, tu es un peu obligé de te réinventer une manière de bosser. Et les profs te donnent rien. Les profs te donnent rien. Les profs, il y a aucun moment où on va dire, OK, bah voilà la pédagogie, voilà comment tu vas apprendre, voilà comment la mémoire fonctionne. Rien du tout, tu vois. Donc, c'est à toi de te démerder. Et au final, moi, j'ai trouvé quelques sources intéressantes là-dessus et j'avais réussi à me débrouiller. Ouais. Mais je trouvais que c'était, tu vois, une occasion de perdue. Je suis curieux de savoir comment à 42, est-ce que eux, ils gèrent cette partie pédagogique? Est-ce que c'est vraiment, tu vois, comment est-ce que tu vas toi apprendre à faire ça? Est-ce que eux, ils vont te donner un guide ou est-ce que c'est vraiment la survie du plus fort, quoi? En prépa, c'est vraiment ça. C'est en gros, on ne donne rien et la manière dont ça va Ouais. fonctionner, c'est que les gens qui n'arrivent pas à apprendre ça, ils vont être éliminés en fait et ils vont Ouais. burn out du système et ils vont être transférés autre part. Alors, faut savoir que moi, j'ai fait la toute première année de 42. Et il faut le dire maintenant avec un peu de recul, la première année de 42, c'était quand même un peu, c'était vachement désorganisé par rapport à ce que c'est maintenant 42. Maintenant, il y a tout un cursus. Tu sais, je sais pas si tu as déjà vu cette image, mais il y a une espèce de galaxie où tu peux choisir un peu ta voie et te diriger vers le domaine que tu veux approfondir, quoi. Mais au tout début, 42, c'était pas du tout ça. On n'avait aucune visibilité, en fait, et on faisait ce qui se présentait au jour le jour, quoi. Parce que je pense qu'ils ont lancé l'école un peu rapidement au tout début. Il y avait même les travaux qui n'étaient pas encore finis et tout. Et, C'était un MVP, et quoi. du coup, à cette époque, exactement. Et du coup, à cette époque-là, je pense que c'était vraiment la survie du plus fort, ouais, carrément. Il fallait réussir à trouver un groupe, fallait réussir à se motiver tout seul. Enfin, tout ça, c'était un challenge qu'il fallait surmonter. Si tu ne surmontais pas, bah, tant pis, t'étais out, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment de technique à 42 non plus pour te mettre dans l'ambiance. Enfin, je sais pas. Je sais Mais pas. c'est une question que je me pose parce que moi, tu vois, je suis formateur aussi. Mhm. J'essaie d'enseigner aux gens les choses au-delà voilà, de la compétence que je te donne. Tu vois, je veux pas juste te donner 3-4 conseils et tu vas les recopier. Je veux aussi te donner une manière de penser à ça. Ouais, je vois. Et c'est vrai que du coup, je suis curieux de voir les modèles, notamment évidemment le modèle de 42, il est tellement différent Mhm. que tu te dis, il y a peut-être une innovation ou un truc ici qui peut être intéressant. Moi, tu vois, genre faire un truc comme ça. Mais après, c'est un modèle qui peut être aussi semblable, par exemple, aux incubateurs et tout, tu vois. Genre, aux incubateurs, ils essayent de transmettre une compétence. Et il y a quand même un gros facteur de tu vas te démerder et tu vas survivre et tu vas te battre ou sinon tu vas couler, quoi. On peut pas faire le travail pour toi. Ben, ouais, mais au final, c'est comme ça que ça marche, au fond. Donc, Hmm. c'est dur Tu veux dire dans la vie. exactement, dans la vie, c'est comme ça. Et donc, c'est dur d'apprendre vraiment quelque chose à quelqu'un sans lui dire que, ben, en fait, c'est la guerre, ce truc, et il faut que tu te battes si tu veux vraiment réussir dans ce truc-là, quoi. Il faut vraiment y être immergé, quoi. Ouais. Euh, Parlons un petit peu de Shift Heroes. Alors, en faisant les recherches, c'est un peu ton premier projet que tu as développé par toi-même qui a fait des sous, c'est ça? Shift Heroes, ouais, mon petit bébé. Ben, en fait, comme on dit tout à l'heure, j'étais coursier à vélo pendant un moment. Et en même temps, j'étais un peu à 42, en même temps, j'étais un peu à la fac. Je faisais un peu de tout, un peu rien. Et, euh, et pendant ce job de coursier à vélo, qui rapportait pas mal d'argent au final, puisqu'en fait, on était payé à rien faire. Enfin, à rien faire. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'on était payé à être disponible pendant des créneaux horaires. Tu vois. Donc, moi, par exemple, la plupart du temps, j'étais chez moi euh, à attendre une course et j'étais payé pour ça, quoi. Et donc, c'était 9 € l'heure, de 8 h à 23 h, quoi. Et puis, j'étais là, chez moi, là, vraiment, 90% du temps, j'étais chez moi. Et Alors, pourquoi est-ce que ça fonctionnait comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont pas un système à la Uber où quand tu as une course, tu es payé par la course bah, parce que tout début, justement, il fallait beaucoup, enfin, pour que ça marche, leur système, il fallait qu'il y ait des coursiers disponibles, connectés tout le temps, quoi.
Sinon, forcément, les gens qui utilisent l'application et qui vont voir qu'il n'y a pas de coursier, ça va pas les intéresser. Ils vont se dire, bon, bah, en fait, cette appli, ça marche pas, quoi. Et donc, je sais pas, je suppose qu'ils avaient levé des fonds et que pour eux, c'était vraiment important qu'il y ait une présence de coursier tout le temps, même s'il n'y avait pas de commande, en fait. Donc, ils avaient une perte de démarrage qui était l'idée d'enclencher l'offre sur la plateforme, du coup. C'est exactement ça, ouais. Ok, je vois. En plus, étant donné que c'était un job tout nouveau, il n'y avait pas beaucoup de coursiers à cette époque-là. Enfin, ça donnait pas envie, comme maintenant, ça peut être un peu plus sexy, notamment grâce à mes vidéos, tu vois. Et du coup, il y avait ce système où tu étais payé à rien faire et toi, tu as vu une opportunité là-dedans. Exactement. Il y avait ce système où on était payé à rien faire. Et en fait, le truc, c'est que pour être payé à rien faire, il y avait un système de places. Et c'était des places limitées. Donc, faut imaginer, dans mon quartier, j'étais dans le 18e arrondissement de Paris. Et pour cet arrondissement-là, il y avait par exemple 5 places pour la journée à être payé à rien faire, quoi. Et pour s'inscrire à ces places-là, c'était premier arrivé, premier servi. Donc, ça sortait le samedi à 10h30. Et puis, c'est le premier qui cliquait, quoi, qui avait le créneau et qui pouvait rien faire tranquillement chez lui en étant payé. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis au point un script qui allait me permettre de toujours avoir ces créneaux, d'être sûr de cliquer, entre guillemets, en premier sur le truc, sur le créneau pour s'inscrire, quoi, au moment où ça allait sortir. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, à partir de là, j'avais tous les créneaux tout le temps, toutes les semaines. Et donc limite, je travaillais, en fait, j'étais payé à travailler 15 heures par jour, 7 jours sur 7, 9 € l'heure. Donc, au final, ça fait un peu de sous, quoi. Et puis voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc, ça, c'était la partie quand j'étais coursier. Et donc, en fait, quand j'ai arrêté d'être coursier, je me suis dit, ce truc-là, il faut le mettre en place sur une plateforme et le louer aux autres coursiers, en fait. Et donc, c'est là que je me suis mis à apprendre un peu le web, parce que j'avais pas fait beaucoup de web avant, à part les petites missions au lycée, à gauche, à droite, mais ça compte pas. Et donc, c'est là que j'ai commencé à apprendre le web. Donc Ruby on Rails, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est un framework. Et donc, du coup, je me suis mis à faire ce truc qui s'appelle Shift Heroes. J'ai mis ça sur pied. J'ai travaillé pendant, je sais pas, un mois et demi pour faire ça. Et je l'ai sorti. Ça a super bien marché, étant donné que j'avais une audience déjà de coursiers, en fait, avec ma chaîne. Enfin, j'étais vraiment le coursier le plus populaire de France, quoi. Et donc, du coup, j'avais juste à raconter 2 secondes. C'était combien, tu te souviens, combien de vues tu faisais par vidéo, combien d'abonnés tu avais pour quantifier le nombre de coursiers qui te suivaient? À cette époque-là, en fait, je sortais d'un moment où j'avais fait une vidéo par jour pendant une vingtaine ou une trentaine de jours, je sais plus. Et je pense qu'il y avait peut-être, c'est pas mirobolant, hein, mais il y avait peut-être 3-4 000 vues par vidéo quand elle sortait, quoi. Donc c'était. Ce qui est solide. C'est ce qui est solide, surtout dans un petit domaine. Surtout sur un marché, ouais. Exactement, tu vois, un truc qui existait pas. Donc tous les coursiers de France te regardaient, quoi, quand ils étaient là à se voir. Exactement. Avec 3000 vues, tu vois. T'as vu la dernière vidéo d'Harry, putain, le mec, il est fort. Hein. Exactement. Il suffisait après de taper coursier à vélo sur Google et j'étais vraiment le premier résultat, et puis il n'y avait que moi qui en parlais. C'était le Game of Thrones du coursier à vélo, quoi. Exactement. Et donc, du coup, j'ai sorti cette plateforme. On en est là. Et j'en ai parlé sur ma chaîne et du coup, ça m'a ramené tout de suite tout un tas de clients. Puis voilà. Parle un peu de comment est-ce que tu avais mis le pricing de Shift Heroes. C'est totalement aléatoire. En fait, je me suis dit combien est-ce que quelqu'un serait prêt à payer pour un créneau comme ça, quoi. En fait, les créneaux, ils étaient découpés. Par exemple, le plus gros, c'était 4 heures, il me semble, un truc comme ça. 4 heures, donc on était payé 9 € l'heure, x 4, ça nous fait 36. Donc du coup, je me disais, sur 36 € que les mecs vont gagner à rien faire, combien est-ce qu'ils vont être prêts à payer pour ce créneau-là, quoi. Et donc, c'était entre 1 et 4 € le créneau, quoi. Donc tu priçais par créneau que tu arrivais à leur avoir. Exactement, c'était ça. Et donc, si par exemple, ils n'arrivaient pas à avoir un créneau, en fait, il y avait un système de crédit qui rechargeait une sorte de tirelire sur le site. Okay. Et puis ensuite, ils plaçaient des options sur les shifts qu'ils voulaient, quoi. Les créneaux. Donc, ça, sur la vie du projet, tu te souviens après combien ça a généré? Je me souviens que tu avais fait une vidéo où tu partageais un peu ces chiffres-là. Ouais, c'est ça. C'est au total environ 25 000 €, c'est ça? 25 000 €, ouais. Sur un an, je crois. Et ça demandait quoi comme boulot pour toi de le maintenir au-delà du développement initial?
Bah, rien du tout. Rien du tout, rien du tout. C'était l'idée, justement. Fallait que ce soit automatique, quoi. Enfin, Ah, en fait, pendant tout un moment, j'avais pas automatisé quelque chose, donc je devais, à chaque fois qu'un créneau sortait quelque part en France, enfin, un emploi du temps sortait, je devais juste lancer une commande depuis mon ordi, quoi, pour que ça marche. Donc, d'ailleurs, ça m'a valu tout un tas de paniques, d'échecs, où je me suis dit, putain, je me suis pas réveillé ce matin, tu vois. Et en fait, je me suis pas réveillé, ça implique que du coup, j'ai pas appuyé sur ce bouton, et du coup, ouais. ça implique que j'ai pas gagné d'argent avec mon truc ce matin, quoi. Enfin, bref, des petites aventures, voilà. Attends, explique-moi, tu devais appuyer sur quel bouton pour gagner? Tu devais ajouter les nouveaux emplois du temps à l'application, c'est ça? Non, c'est parce qu'en fait, quand un emploi du temps sortait, on avait une idée de l'heure à peu près. Et donc, en fait, moi, Ouais. j'avais un programme qui attendait, enfin, qui vérifiait, du coup, sur le site, le plus rapidement possible si le truc était sorti pour enclencher le reste, en fait, tu vois. Ouais. Et donc, ce truc qui attendait, je le laissais pas en permanence en train de tourner. Et du coup, je le Ah, lançais ok. juste avant Tu la devais sortie l'activer du sur ton PC personnel, tu devais appliquer ce script. Exactement. Ok. Exactement. Ah, c'est C'était vraiment fait artisanal. maison, tu vois. C'est très maison. Mais ça marchait. Ça marchait. Qu'est-ce qui est arrivé au final au projet? Comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé parce que, alors, moi, mes principaux clients, c'était des Deliveroo sur toute la France. Parce que, en fait, Deliveroo sur toute la France, c'était une des boîtes qui gérait leur emploi du temps par un truc qui s'appelait Staffomatic. Staffomatic, c'est un, c'est un outil qui sert aux boîtes pour gérer les emplois du temps de leurs employés, quoi. OK? C'est quoi le Et rapport entre ça et Deliveroo et Stuart? justement, Stuart et Deliveroo utilisent Staffomatic Ok, pour gérer les créneaux de leurs coursiers. ok. Donc, en fait, l'emploi du temps de Deliveroo, par exemple, était publié sur Staffomatic. Et là, à ce moment-là, tout le monde allait sur Staffomatic, enfin, tous les coursiers, pour prendre ce créneau. Et donc, ce qui s'est passé, ce qui a causé la fin un peu du truc, c'est que justement, Deliveroo, ils ont complètement changé de système. Ils ont arrêté de passer par Staffomatic et ils ont passé en interne avec un truc un peu plus logique. C'était terminé un peu le premier arrivé, premier servi. Ils sont partis sur quelque chose de non, je sais, différent, quoi. Moins bien pour moi, mais je pense que c'est quand même mieux pour les coursiers, quand même. Et ça, c'est le changement, il est arrivé du jour au lendemain, ça a été annoncé et c'était fini. Ouais, d'un mois sur l'autre, c'est arrivé comme ça. Et en fait, je m'y attendais. Hein, en fait, dans ma tête, j'étais même choqué que ça ait duré aussi longtemps, quoi. Moi, je me suis dit, d'ici, ça allait durer un mois ou deux, quoi. Le temps de rigoler un peu, quoi. Mais en fait, non, le truc a duré vraiment un an, quoi. Un an. Donc, ouais, c'est arrivé assez vite. Ils ont stoppé comme ça. Quand c'est stoppé, tu t'es senti comment? Bah, je me suis dit, il était temps. C'est vrai qu'il était temps, quand même. Franchement, ça a tenu beaucoup trop longtemps, quoi. Ok. Parce que c'est quand même un business de parasite, quoi. Enfin, Ouais. il faut le dire. Hein. J'étais. Ah ouais, c'est un truc de parasite. Et Mais eux, ils bon. savaient que Shift Heroes existait, ils étaient conscients de ça, tu penses? Ouais, bien sûr. En fait, la plupart des gens, par exemple, le staff de Stuart, connaissaient bien mes vidéos. D'ailleurs, ils m'envoyaient des messages quand je racontais des trucs et ça les faisait bien marrer, tu vois. Et du coup, enfin, ça les faisait rire, en fait, tout ça. Ça les faisait rire. Donc, ils en avaient conscience. En fait, ceux que ça énervait, c'était plus certains coursiers plutôt que le staff, puisque le staff l'équipe de ces boîtes-là, pour eux, ça change rien. Donc dis-moi ce que tu as fait après Shift Heroes. Alors, mais déjà, on n'avait pas fini. Attends, parce que pendant Shift Hero, ce que j'ai pas dit, c'est que je suis parti en Suisse pour aider une startup à ce moment-là. Parce que justement, grâce aux vidéos, tu te fais vite connaître, quoi. Et donc, étant donné que n'importe qui tapait coursier à vélo sur Google me trouvait, au bout d'un moment, les startups qui voulaient lancer les mêmes genres de concepts dans d'autres pays, que ça commençait à tourner un peu sur Paris. Par exemple, typiquement en Suisse, ça n'existait pas trop, quoi. Des coursiers à vélo, tout ça, il n'y en avait pas du tout. Et justement, il y avait une boîte qui voulait lancer ça. Et ils ont cherché quelqu'un qui s'y connaissait, entre guillemets, sur Internet. Et ils sont tombés directement sur moi. Et du coup, ils m'ont contacté pour que je vienne là-bas les aider en tant que consultant sur tout ce qui concernait les coursiers, quoi. C'était quoi ton job du coup? Ben, le job, c'était de chercher les coursiers, les recruter déjà. C'était aussi de définir tout ce qui était les zones par rapport à tout ce qui est tous les comment on peut appeler ça? Pas les clients, mais toutes les boutiques qu'on avait en gros sur notre application.
fallait voir l'affluence qu'il pouvait y avoir de ce côté-là. Du coup, il fallait bien répartir les coursiers suivant les zones, etc. Voilà, c'était ça le job. Combien de temps est-ce que tu as bossé là-bas? Ça a duré 4 mois, il me semble. Je suis resté 4 mois là-bas. Je suis resté 4 mois. C'était marrant. C'était marrant. Une expérience. Donc, tu étais devenu l'expert numéro 1 français du coursier à vélo, quoi. Toutes Exactement. catégories C'est confondues. ouf, hein. Du mec qui programme des trucs au mec qui consulte sur les zones des boutiques, t'as tout fait. Mais il suffit de faire une ou deux vidéos et ça y est, tu parais t'as la gueule d'un expert pour n'importe qui, quoi. C'est ouf. C'est vraiment étonnant tout ça. Bref. Et donc, d'ailleurs, je sais pas si tu as vu la dernière vidéo de, comment il s'appelle? Dirty Biology, sur les problèmes psychologiques des youtubeurs ou quelque chose comme ça. On me l'a partagé. Et ça parlait d'un biais, tu sais, qui est le biais qui fait que, en fait, quand quelqu'un fait des vidéos sur YouTube, il a vite l'air d'un expert dans tout ce qu'il dit, en fait. Et même dans les trucs, je pense que même dans le truc que tu dis pas, en fait. Moi, j'avais un concept comme ça j'avais appelé ça le biais d'expansion du gourou. C'est le truc que je parle d'un truc avec une certaine autorité. Et donc, du coup, les gens veulent mon avis sur toutes les questions qui sont annexes, tu vois. C'est genre, Stan, c'est quoi la meilleure application de méditation? Mais qu'est-ce que... Voilà, ok. Je fais du marketing. De temps en temps, j'ai parlé que ça m'intéressait la méditation, tu vois, mais ça n'avait pas de moi un expert dans ce sujet. Ce qui était très drôle, c'était vraiment quand j'étais dans la séduction, j'avais un site sur la séduction et je parlais vraiment, en gros, le truc de base, tu vois. T'es un mec timide, t'as 22 ans, t'as pas trop d'expérience et tu veux pouvoir rencontrer des filles et pouvoir avoir un peu de conversation, tu vois. Et j'avais des gens qui avaient 50 ans, 20 ans de mariage, 3 enfants qui venaient me demander mes conseils en me disant je suis en train de me séparer avec ma femme et tout, je vais faire quoi? Et j'avais rien à leur dire, si tu veux. J'avais aucune expérience, aucun concept et tout. Et c'était pas du tout non plus ce dont je parlais sur mon site, mais je disais le gars parle des bonnes phrases d'approche, donc probablement il va savoir comment sauver mon divorce, tu vois. Et c'était très très marquant dans la vie réelle, tu vois, comment quelqu'un va aller voir, quand quelqu'un qui a 50 ans va aller voir un gars qui en a 24, mais ça n'a rien à voir. En posant des questions. Les vidéos, ça crée vraiment un autre monde, en fait. Ouais. C'est vachement intéressant. Bref. Mais du coup, c'est ce qui fait que ça m'a emmené dans ce job-là, je pense, en Suisse. Tu vois, c'est ce qui a joué, c'est les vidéos. Et voilà, donc pour la séquence suisse, en tout cas, c'était cool parce qu'il m'avait filé un appart aussi. Et j'avais un appart juste en face du lac et j'avais une super vue. Je fais pas mal de vidéos où je disais regardez ma vue, c'est incroyable. J'avais vraiment une espèce de grande baie vitrée comme ça qui donnait directement sur le lac Léman. C'était vraiment stylé, avec les montagnes en arrière-plan et tout. Je m'en rappelle. C'est beau, hein. C'est Lausanne du coup. Ouais, à Lausanne j'étais. Ouais, c'est beau. J'étais à Lausanne. Enfin bref, du coup, ça c'est la Suisse. Donc ensuite je suis rentré et je me suis dit bon bah c'est bien beau tout ça, mais maintenant j'ai plus de travail. Puisque j'avais plus Shifty Rose et j'avais plus d'argent qui venait de là, ni du truc en Suisse non plus. D'ailleurs, j'aurais pu rester en Suisse, mais je suis parti juste parce que j'allais avoir un bébé ici, en France. Du coup, là, je suis papa maintenant. Félicitations. Ça a changé quoi dans ta vie? C'est juste une petite parenthèse qui m'intéresse. Ça a changé quoi dans ma vie, mec? Ça a tout changé, mec. Je me rappelle même plus du mec que j'étais avant. Je sais plus. Je suis né quand il est né, quoi. C'est trop bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est un grand sujet, mec. Un trop grand sujet, trop vaste. Mais si tu veux, ça remet les priorités dans un ordre. Ça remet les priorités en ordre, en fait. Naturellement. Sans que tu aies besoin de faire l'effort, de t'organiser. Tu vois, ça, c'est un problème que j'avais. Enfin, une question que je me posais avant, par exemple. Comment faire pour mieux m'organiser par rapport à mes priorités, trouver le truc qui compte le mieux, qui compte le plus pour ensuite découper mon temps, etc. En fait, maintenant, c'est devenu pas c'est plus un luxe, mais une sorte de besoin qui se fait naturellement, en fait. C'est un peu, je sais pas bien comment l'expliquer, tu vois, mais. Et donc, concrètement, ça se met comment? C'est-à-dire que tu fais moins de tâches un peu bullshit dans ton business qui servent pas à grand chose? Ou ça veut dire que tu passes moins de temps sur Instagram? Je pense que c'est pas uniquement sur le business, c'est au niveau de toute ma vie, quoi. Genre, si tu veux, tout ce que je fais maintenant, je le vois avec parce que, si tu veux, avant d'avoir mon fils, j'étais beaucoup plus en mode... je vivais dans le présent, en fait. Je vivais complètement dans le présent et j'étais un peu
un hédoniste. J'ai lu ce mot il y a pas longtemps et je me suis dit putain, c'était moi avant ça. Et voilà, c'était ce qui me qualifiait vraiment. J'étais comme ça, quoi. Je pensais pas trop à ce qui allait se passer le mois prochain, la semaine prochaine. Enfin, je m'en foutais, quoi. Et maintenant, ce qui a changé, du coup, c'est que je vois les choses sur beaucoup plus longtemps, quoi. Je suis obligé de les voir sur beaucoup plus longtemps. Donc je pense que c'est cette, comment est-ce que c'est cette, La vision. ouais, cette vision-là qui a changé, quoi. Maintenant, je vois les choses plus loin qu'avant. C'est aussi une question que moi je me pose sur les horizons de temps, tu vois, parce qu'il y a un côté où c'est quand même difficile pour moi encore de voir un horizon de temps à 10 ans, tu vois. Il y a un côté où c'est quelque chose qui est totalement théorique, intellectuel, et, je vois mes objectifs, tu vois, et je les fixe à 3 ans, et déjà je me dis dans 3 ans, limite, c'est futuriste, parce qu'en fait je regarde là où j'en étais moi il y a 3 ans, et je me dis le progrès que j'ai fait entre deux, tu vois, c'était impossible vraiment de le prédire. Et je me suis toujours posé la question à partir du moment où tu commences à avoir des enfants, il y a de toute manière un élément de continuité qui se pose, tu vois. Où tu te dis pas dans 3 ans, je sais pas, si ça se trouve, tu vois, je serais parti en Amazonie, couper des arbres, tu vois. Il y a un élément de continuité qui se passe, tu vois, qui se pose. Et du coup, toi, comment tu verrais ton horizon de temps où, très concrètement, aujourd'hui, quand tu fixes des objectifs, si tu en fixes, tu les fixes à quelle durée? Alors, attends, j'ai une feuille là-haut, là. Tu la verras pas, je vais pas te la montrer, c'est un peu personnel, tu vois, mais j'ai coché une feuille, j'ai collé une feuille avec un schéma que j'ai fait donc sur plusieurs années. Exactement. Bon, c'était dans mon bureau, maintenant c'est devenu ma chambre, mais bref, ma feuille est toujours là. Et donc là, on est sur 3 ans, là. 3 ans. 3 ans d'horizon, mais c'est déjà très bien pour le Harry. Si on pense au Harry d'avant, 3 ans, c'est incroyable. Le mec, il se dit waouh, 3 ans, t'as réussi à penser sur 3 ans, et oui, j'ai pu le faire. Et du coup, voilà, grâce à ça, j'arrive à 3 ans de vision. Donc toi, tu vois, si t'avais un gosse, je pense que t'arriverais facile à 30 ans de vision. Parfait. Parle-moi un peu de la formation que tu as fait sur le Ruby on Rails. Donc oui, voilà. Donc juste en rentrant de la Suisse, j'avais plus de job et je commence à discuter avec un ami à moi. Alors, tu vas le connaître justement parce qu'il est dans le groupe des insiders. C'est Pierre Urban. Je travaille avec lui en fait. Et donc, je discutais avec lui de qu'est-ce que je pouvais bien faire, pour réussir à ramener du fric à nouveau dans ma vie, quoi. Ramener une source de fric potable qui me donne envie de travailler, etc., etc. Et du coup, l'idée de vendre des trucs aux gens qui suivaient ma chaîne YouTube a commencé à arriver, quoi. T'avais combien d'abonnés à ce stade environ? À ce moment-là, j'avais peut-être un peu moins de 10 000 abonnés, je pense. Ok. 10 000, environ 10 000, je dirais. C'est quand même une audience assez solide. Si tu arrives à trouver de quoi leur vendre, tu peux vraiment dégager des revenus qui sont intéressants. Effectivement. C'est les mots de Pierre, ça. Et mais moi, tu vois, avant qu'on arrive à cette idée-là, ça m'était jamais venu à l'esprit parce que je voyais pas le truc d'un bon œil, en fait. Si tu veux, je me voyais pas vendre des trucs à des gens. Je trouvais que c'était... Et pourtant, tu avais vendu Shift Heroes. Ouais, mais dans ma tête, c'était différent puisque là, il y avait... je sais pas pourquoi dans ma tête c'était différent, justement. Mais je pense que c'était le fait... Avec Shift Heroes, c'était vraiment quelque chose de... C'était nouveau, c'était quelque chose qui n'existait pas. Tu vois, j'avais créé un truc, un système qui n'existait pas et je le vendais. Ok, tu vois. Mais là, c'était l'idée de faire un cours, donc un peu comme tous ceux qui font des cours pour vendre des trucs à des gens, pour leur apprendre des trucs. Enfin, je sais pas, pour moi, c'était moins concret, en fait. Ouais, c'est clair que sur Shift Heroes, la différence en termes de mentalité pour toi, c'est que la personne déjà paye quand elle a son résultat d'avoir son shift, en fait. Exactement. Et tout d'un coup, la personne paye pour avoir accès à ton expertise. Donc, il y a tout un système où tu te dis, est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis la bonne personne pour leur enseigner? Est-ce qu'ils vont vraiment en tirer de la valeur? Carrément. Naturellement, moi, j'étais en mode, non. Puis surtout que moi, je suis pas mal introverti et en fait, j'aime bien ne pas avoir de gens dans les pattes, en fait. Ça me gêne très rapidement quand je sens qu'il y a des gens qui sont là sur mon dos, qui me posent des questions,
Et en plus, si moi, je dois être disponible pour leur répondre, alors là, ça me donne envie de partir en courant, quoi. Et, euh, et du coup, enfin, j'étais un peu frilé au début, mais je me suis dit, allez, on y va, quoi. Ça a l'air, j'ai rien à perdre, quoi. Et donc, ce que j'ai fait, c'est donc une page de vente. Une page de vente avec un concept du coup, de cours que je n'avais pas encore pondu, quoi. Et, euh, et donc, je proposais du coup une pré-vente aux gens. Voilà, vous pouvez l'acheter avant qu'il soit fait. Moi, ça me permet de savoir s'il va y avoir de la demande ou quoi. Et donc, j'ai fait une vidéo ensuite sur ma chaîne pour présenter le truc. Et ça a très bien marché. Enfin, ça a très bien marché. Ça m'a. Enfin, il y a eu peut-être une centaine de clients, tu vois, la première semaine qui ont acheté la prévente, quoi. Et C'est du combien coup, le ton enfin, tarif en pré-vente? c'était 100 euros. Du coup, ça m'a fait voilà 10 000 de chiffres d'un coup, quoi, qui arrivaient. C'était assez perturbant. Je me suis dit, putain, c'est bizarre, ce truc. C'est de l'argent beaucoup trop Et facile. c'était quoi la proposition de valeur du produit qui était sur la page? C'était, en fait, moi, ce que je faisais, c'était que je prenais mon exemple avec Shifty Rose. Comment est-ce que je suis parti de ma vie quotidienne pour automatiser quelque chose qui m'a fait gagner de l'argent et ensuite créer une plateforme pour en gagner encore plus d'argent, tu vois. Donc, je partais de cet exemple-là et je leur disais, si vous aussi, vous voulez apprendre à programmer de la même manière que moi, je l'ai fait pour Shifty Rose, euh, bah, le cours, il est là pour ça, quoi. C'était ça. Et moi, le concept de pré-vente, c'est un truc que je mets beaucoup en avant. Notamment parce que moi, toutes mes formations, même à mon échelle, sont vendues en pré-vente à l'origine. Mhm. Parce que ça te permet de rester en contact avec les gens. Le problème, c'est que si tu crées une formation toi-même dans ton coin pendant 3 mois, Ouais. tu as une grosse probabilité que tu vas partir en délire total dans ta tête et que tu vas perdre le contact avec ton client. Tu vois. Et le fait d'avoir des gens qui suivent la formation au fur et à mesure, module par module, c'est Mhm. un élément important. Et puis en plus, quand tu démarres, ça a l'avantage que tu vas pas passer 6 mois à créer une formation qui a aucune demande en fait. Donc il y C'est a ces clair. deux avantages-là. Par contre, quand je le présente aux gens, j'ai beaucoup de résistance. Et les gens se disent non, mais mon marché va pas accepter et j'ai pas envie de vendre un truc que j'ai pas créé, c'est pas éthique, etc. Toi, comment est-ce que tu as est-ce que tu avais des doutes sur le fait de faire une prévente ou Ah non, sur le non, fait de créer la formation en entier? du tout, parce que je trouve que les doutes que les gens peuvent avoir, je trouve que si tu le fais d'une manière honnête, c'est-à-dire tu présentes la vérité en fait aux gens qui sont potentiellement tes acheteurs, tu vois, tu leur dis que voilà, exactement ce qu'on vient de dire là, tu vois, beaucoup plus simple de présenter quelque chose et de rester en contact avec eux, machin, être sûr que ça va les intéresser. Euh, je pense que les clients le comprendront totalement, tu vois. Et ça me paraît logique. Il n'y a même pas de crainte à avoir, quoi. Non, moi, du coup, j'ai pas eu de crainte là-dessus du tout. Et là-dessus, c'est intéressant. Mais je pense qu'il y a deux aspects qui peuvent rassurer les gens. D'abord, le premier, c'est d'être clair sur le fait, si tu fais une prévente, de le dire clairement, quoi. C'est Exactement. clair que Ouais. là où tu peux avoir un pushback, c'est si tu as fait acheter ma formation et après les gens arrivent et font en fait, j'ai oublié un petit détail à la fin qui aurait été créé. Ça serait problématique. Mais par contre, tu peux mettre le fait que c'est une prévente en avant sur ta page de vente et même en faire un bénéfice Mhm. client, dans le sens où tu te dis, voilà, c'est un groupe de prévente et je vais vous accompagner à répondre à vos questions pour vraiment vous assurer que vous ayez les résultats, etc. Ce qui est en général le cas, puisque si tu fais une prévente, c'est pour aider les gens et les accompagner pour avoir leur retour, etc. Ouais, c'est un peu comme des investisseurs précoces Ouais. de ton business, quoi, en fait, finalement. Et en fait, c'est effectivement c'est le modèle d'un Kickstarter, par exemple. Mhm. Carrément. Fonder le truc. Et moi, j'avais même poussé le modèle Kickstarter plus loin, dans le sens où dans ma toute première formation que j'ai fait sur Marketing Mania, il y avait une clause sur ma page de vente que si j'avais pas assez de ventes sur le week-end, le lundi, je remboursais tout le monde. Et Ouais. j'annulais la formation. Comme un Kickstarter, s'il n'a pas atteint son objectif de funding, il rembourse les gens et du coup, le projet est pas viable, en fait. Et, C'est euh, exactement ça, effectivement. et du coup, tu as eu ce truc-là qui a marché. Mhm. Derrière, il fallait que tu sortes la formation. Ça t'a pris combien de temps à la créer? Ah, ça m'a pris, ça m'a pris des plombes, mec. Ça m'a pris des plombes puisque, alors si tu veux, j'ai lancé ce truc-là de prévente en octobre-novembre, quelque chose comme ça. Et puis, j'ai commencé à faire les premières vidéos, mais beaucoup trop à l'arrache, en fait, si tu veux.
à mon goût en tout cas. J'étais pas fier de ce que je faisais, quoi. Et puis, suite à ça, j'ai eu un problème familial. J'ai dû partir en voyage en Haïti. Ça faisait super longtemps que j'étais pas allé là-bas. Et, euh, et du coup, bah, je sais pas, ça m'a vraiment, ça m'a coupé dans mon élan, quoi. Et puis ensuite, quand je suis revenu, début décembre, quelque chose comme ça, ben, j'ai laissé traîner, quoi. J'ai laissé traîner. Et puis en fait, j'ai fini ça en mars, avril, puisqu'après, il y a mon fils qui est né en janvier. Et, euh, et du coup, ouais, je m'y suis remis en mars. Et en fait, j'ai tout refait ce que j'avais commencé à faire avant, de manière beaucoup plus propre et tout. Et, euh, et puis voilà, c'est sorti en avril. Du coup, ça m'a pris quand même un petit moment, quoi. Je sais pas, Entre-temps, six au moment où tu mois. as commencé à la vendre et le moment où tu as pu la terminer, c'est combien de mois en tout? Bah, 6 mois. Ok. Et pendant ce temps-là, est-ce que tu avais de la frustration des gens de l'autre Ah ouais, côté j'étais pas bien. qui... Ouais. Psychologiquement, je me sentais mal. J'avais vraiment un poids. J'y pensais tout le temps, en fait. Dès que je me Ouais. disais, tiens, j'aimerais bien faire ça, mais à chaque fois dans ma tête, je me disais, mais non, parce que attends, j'ai ça que je dois faire, tu vois. Mais en fait, l'enthousiasme, enfin, je sais pas comment expliquer, mais pas l'enthousiasme, mais plutôt la chaleur du début, tu vois, qui fait que Mm. voilà, t'as lancé un truc et t'as envie de le faire tout de suite et tout, bah, ce truc-là n'était plus du tout là. Moi, j'y pensais plus du tout, quoi. Et du coup, à chaque fois que j'avais des idées, c'était d'autres idées pour d'autres trucs. Et je me disais que légitimement, bah, je pouvais rien faire avant d'avoir terminé ce truc. Et du coup, ouais, j'avais vraiment une pression de tous les instants, mec. C'était six Et mois de... tu recevais des emails de gens qui disent alors, c'en est où Ah ouais, carrément, carrément, Ouais. carrément. Il y en avait des emails. Il y en avait pas mal. Il y a des gens qui ont demandé à se faire rembourser et tout. Il y en a pas mal d'ailleurs qui ont demandé à se faire rembourser. Ah, franchement, c'était plutôt un fiasco, hein, on va le dire. En fait, j'étais pas organisé, quoi. J'étais pas Donc organisé. ça s'est bien vendu, mais tu as eu du mal à tenir le rythme derrière. Carrément. Euh, C'était quoi l'échelle de la formation si tu devais compter les vidéos et le nombre d'heures de vidéos que les gens reçoivent au final pour donner une idée de... Bah, j'ai oublié, mec. Attends, Mais est-ce que c'est 2 heures de vidéo? Est-ce que c'est 6 heures de vidéo? Tu vois? non, c'est 6 voire 10 heures même, hein. Je sais, Ouais. un peu plus de 10 heures même, il me semble, hein. Je suis en train de regarder là, mais je sais même plus où j'ai mis cette information. Je te dis, je suis le mec le moins organisé de la Terre, mais il y a beaucoup d'heures en tout cas. Il y en a plus d'une dizaine, il me semble. Je pense même que c'est environ 15 heures. C'est ta première formation que tu fais? C'est la première, ouais. Ouais, donc c'est costaud, effectivement. Une formation de 15 heures à partir de zéro, c'est presque équivalent à écrire un livre à ce stade en termes de la quantité d'informations qu'il y a besoin d'avoir. Et il y Ouais, a mais c'est aussi beaucoup plus un compliqué que je paramètre. pensais. Ouais, mais j'ai un pote, c'est drôle parce que j'ai un pote qui est un e-commerçant expérimenté, mais c'est un mec, il a eu plusieurs business, il a eu des business en locaux, il a eu des Airbnb qu'il a gérés dans différents Ouais, pays, etc. Tu vois, genre ouais, un mec ouais. qui a fait pas mal de business. Et un jour, il a fait une formation, et il m'a fait, mais la formation, c'est le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie, quoi. Alors que c'était un mec qui avait fait des business beaucoup plus compliqués sur le papier, et que moi, putain, je vais monter un Airbnb dans un pays étranger, le nombre de trucs d'administratifs, de machin qu'il faut avoir, tu vois. Ouais, Genre, ouais. acheter le terrain, construire le truc, enfin, c'est hallucinant. Et il y a, il y a une énergie créative qu'il faut mettre dans une formation qui est vraiment hallucinante. Il y a aussi un côté, au moins, la formation, je la vois comme un truc où il faut le faire et il faut que tu gardes le focus dessus. Et si tu perds le focus du truc, ça va être ultra dur de te remettre dedans. Tu vois, C'est c'est un clair. truc, tu dois jongler cette balle et tu peux pas la lâcher parce que si tu la lâches, il va falloir que tu recharges toute la formation dans ton cerveau Hum, hum. et que tu remettes dans le contexte du client, de son besoin, de ce que tu es en train de faire. Effectivement, ouais. Et c'est clair que faire une formation de 15 heures dès le premier coup, c'est ambitieux, quoi. J'aurais peut-être essayé d'en faire une petite, de voir un petit peu module par module. Ah, c'est sûr que si je pouvais retourner en arrière, je ferais quelque chose de différent, quoi. Quelque chose de beaucoup plus simple parce que là, en fait, l'ambition de la formation, c'était d'apprendre aux gens à programmer, quoi, en fait. Donc, apprendre à programmer, donc ça impliquait de leur apprendre un langage, et puis ensuite, il fallait leur apprendre le web, et puis ensuite, il fallait leur apprendre, du coup, un framework web. Et en fait, tout ça, enfin, en vérité, même en 15 heures, hein, même en 15 heures de formation, je pense que, enfin, d'ailleurs, même en 15 heures, il y a plein de moments où je leur dis, par contre, là, il faut que vous alliez sur ce site-là pour, pour acquérir tout un tas de bases qu'il vous faut avant de commencer, en fait. Donc, enfin, c'était trop long, je pense. T'as raison. Trop long, trop long.
Si je pouvais revenir, je ferais un truc plus simple, 1 heure, 30 minutes. Bref. Une vidéo YouTube de formation. Voilà. Je te jure. Tu comptes en faire d'autres, des formations? C'est un angle que tu vas continuer à creuser? Bah, pas pour l'instant, non. Pas pour l'instant, parce que je t'avoue que ça m'a un peu. Je me suis dit, c'était quand même assez chiant pour pas grand-chose, quoi. Au final, ça m'a mis beaucoup de pression. Ça m'a, ça m'a, ça m'a parasité l'esprit pendant 6 mois, tu vois. Et là, je me sens pas d'en refaire une tout de suite, quoi. En tout cas. Mais et tu vas continuer à vendre celle que tu as, elle se vend encore? Elle se vend encore, ouais. Elle se vend c'est encore, bien. mais sans que je fasse quoi que ce soit, quoi. Vraiment, je fais rien. Il y a la page C'est le qui est en ligne bénéfice du coup, quelque ouais, c'est le part. bénéfice du coup de ce business model, quoi. C'est que c'est assez scalable et même dans le sens où un logiciel, tu vois, tu dois quand même un petit peu le maintenir et tout. Une formation, tu peux la laisser. En général, elle tourne plutôt bien. Bah, après, sur les années, ça s'obsolétise, mais sur le moyen terme, ça tourne pas mal. Ouais, effectivement. C'est quoi du coup ta vision? Parce que tu as décrit pas mal de projets différents. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une vision unifiée de comment est-ce que tu vas faire sur, disons, tu vois, la prochaine année pour avancer vers des objectifs ou qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme étant ta force principale et ce sur quoi tu veux te concentrer? Ben, alors, moi, en ce moment, je travaille sur des projets perso avec un associé, donc. Et le truc, c'est que je fais des intermittences de missions freelance. Donc là, par exemple, en ce moment, je suis en mission freelance pour gagner un peu de thunes, pour pouvoir me remettre ensuite sur mes vrais projets, entre guillemets, après, quoi. Donc, du coup, tu développes du logiciel et dans ces projets-là, tu es développeur Exactement, ouais. Ouais, ouais. Donc, et c'est ça. C'est carrément ça. tu intercales les missions de freelance entre-temps pour gérer la partie trésor. Exactement. Tu En t'avais parlé un attendant petit que peu ça sur ta rentre chaîne. avec les projets Ouais. perso, ouais, carrément. T'avais parlé un peu sur ta chaîne des tarifs que tu pouvais avoir avec tes Mhm. compétences sur le freelancing. Tu peux donner une idée aux gens? Ben là, c'est entre. En fait, ça débute à 400 et puis là, c'est 500 par jour, là. 500 par jour, voilà. Donc, en travaillant un certain nombre de jours par mois, tu peux couvrir en gros tes dépenses perso et investir ton temps dans des projets qui peuvent derrière avoir un impact à la fois Exactement. financier et à la fois business beaucoup plus gros. Exactement. Ben, l'idéal, c'est ça, hein. Moi, c'est ce que j'aimerais bien. J'aimerais bien travailler, tu vois, ne serait-ce que travailler 5 jours dans un mois. Ça suffit pour payer tout un tas d'obligations que tu dois payer tous les mois, quoi. Et ben ça, c'est le rêve, quoi. Et le reste du temps en freestyle, quoi. Moi, c'est vraiment ce qu'il me faut, quoi. Donc bon, voilà, c'est ce que je fais. C'est ce que j'essaie de faire, en Ok. tout cas. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de Jordan Peterson? Ah, JP, le poteau JP, putain, ouais, ouais, ouais. Pourquoi tu me parles de lui? Je sais que tu en avais parlé sur ta chaîne, je sais que c'est ressorti. C'est aussi moi un grand intérêt que j'ai eu sur l'année dernière. Je sais que Paul aussi, qui travaille avec moi ici à Bangkok, a aussi bien flashé. On s'est fait tous les deux, il a un cours Maps of Meaning. On Ouais, se l'est tous les deux fait en même temps et c'est vraiment, ça te retourne un peu le cerveau. ouais, je l'ai fait aussi. Et donc, du coup, je voulais en discuter avec toi et voir ce que tu en avais tiré et ce qui t'avait marqué là-dedans. Et juste pour donner un petit peu de contexte aux gens, Jordan Peterson, c'est un professeur de psychologie canadien qui travaille à l'université de Toronto, si je dis pas de bêtises, Ouais, c'est ça. et qui doit avoir maintenant plus d'1 million d'abonnés sur YouTube, je crois. Ah, Ou en tout cas, il poste ses cours, il filme ses cours et les poste sur YouTube. Donc, vous avez un gars qui fait un cours magistral pendant 2h30. Il y a une série de 10 vidéos puisque son cours dure 10 séances. Il poste ça sur YouTube sans montage, sans rien. Et c'est des vidéos qui peuvent dépasser le 1 million de vues. Et donc, c'est un espèce de phénomène qui contredit tout ce que tu avais cru connaître sur YouTube. Il a écrit un livre qui s'appelle 12 Rules for Life, qui est, je crois, le plus gros best-seller non-fiction au monde actuellement, ou en tout cas sur l'année dernière. Donc, le gars est passé de professeur obscur qui parle de sujets très pointus. Il réfléchit sur les mythes, sur la mythologie, sur la religion, à une espèce de superstar international entre la politique, entre le développement personnel, entre un côté vachement académique. C'est assez difficile à classifier. En fait, c'est Ouais. comme un père, quoi. Il est là, il fait le papa, en fait, en vidéo, quoi. J'ai plein de trucs à dire, mon fils. Tu sais, c'est le père un peu sage, Ouais. tu vois, qui va t'apprendre la vie d'un coup, tu vois. Enfin bref, voilà. Qu'est-ce que t'en as tiré, toi? T'as fait Maps of Meaning, donc du coup, Maps of Meaning, c'est un de ses Mhm. cours qu'il fait.
Donc je me souviens plus, je l'avais sur mon téléphone. C'est 24 heures de cours, je crois, qu'il fait magistral, quelque Ouais, chose à comme chaque ça. fois, c'est 3 heures, et puis je sais plus combien il y a de sessions, peut-être 8, ou un truc comme ça, 8 ou 10, j'en sais rien, mais c'est 3 heures à chaque fois. Et qu'est-ce que j'en ai tiré, donc? Qu'est-ce que j'en ai tiré? Alors moi, je suis tombé là-dedans. Je suis tombé dans Peterson juste après la naissance de mon fils, tu vois. Parce que je commençais à me dire qu'il faut que je mette de l'ordre dans. Je sais pas comment je suis tombé là-dedans exactement, je me rappelle plus, mais il fallait que je mette de l'ordre. Ah si, c'est quelqu'un qui m'a conseillé, voilà. Et quelqu'un m'a dit il faut que, il faut que tu, il faut que tu regardes Jordan Peterson. C'est vraiment pas mal. Ça va t'aider sur toutes ces questions-là et tout machin. Organiser ta vie, trouver du sens, tout ça et tout ça, tout ça. Et donc, je suis parti voir. Et vraiment, j'ai vachement accroché. D'ailleurs, j'ai pas fait que le Maps of Meaning, j'ai aussi fait le. Tu sais, il fait un test là. Comment il s'appelle le test là? Self-authoring. Et self-authoring, j'ai fait ça aussi. Le futur, le présent, le passé, tout ça. D'ailleurs, je Pour le garde coup, encore les. Ouais, c'est un exercice où il te demande ouais, d'écrire quelque chose sur ton passé, donc c'est une espèce d'autobiographie, c'est quelque chose ça. sur ton présent et une vision de ton futur, donc c'est un exercice d'écriture C'est ça. sur ta vie. Et parce il le dit un peu dans le map, dans le cours vidéo, ça, tu sais que les histoires, en fait, c'est la meilleure manière qu'on ait de mettre en forme les choses et de donner du sens aux choses, en fait. Et donc, du coup, son conseil avec le self-authoring, c'est d'écrire sur toi pour t'auto-donner du sens, en fait. Et donc, oui, voilà, j'ai fait tout ça. Bref, qu'est-ce que j'en ai tiré? C'est une bonne question, ouais, parce que ça fait un moment maintenant. Et qu'est-ce que j'en ai tiré? Je pense que c'est une certaine structure au niveau de. C'est comme si. Je sais pas si tu vois ce que c'est un framework en développement. Ouais. Bah, c'est un peu comme si j'avais un framework de vie maintenant, tu vois. Genre une manière de vivre avec des outils, des méthodes, des trucs, genre, voilà, il faut que tu regardes ça. Enfin, je sais pas. C'est toute une nouvelle manière de vivre que j'ai tiré de ce truc-là. C'est dur à résumer, mec. C'est assez Un dur à truc, résumer. un truc qui Ouais. est intéressant avec Peterson, il y en a deux d'ailleurs, c'est que notamment sur le self-authoring, ils ont des études qui ont des résultats assez impressionnants. Ils donnent ça à des gens qui rentrent à l'université Mhm. et ils vont avoir un impact significatif sur le nombre, sur les notes que les gens vont avoir et sur le nombre de personnes qui vont drop out en fait. Et ils arrivent à vraiment augmenter de manière significative les taux de rétention à Mhm. l'université. Et c'est notamment quelque chose qui est plus efficace sur les populations un peu à risque, donc les gens qui sont un peu en difficulté et qui sont un peu à la limite de, on n'est pas sûr qu'ils vont tenir le coup. Ouais. Et c'est aussi plus efficace sur les hommes, les jeunes hommes qui sont peut-être lui, il fait l'hypothèse ils sont plus en recherche de script et de sens et de direction. Ah, c'est vrai qu'il en parle Euh, beaucoup, ça, ouais. ouais. Et donc ça, c'est un aspect marrant, c'est qu'ils ont des études derrière. Alors après, j'ai l'impression que les études, ils les ont fait un peu eux-mêmes. Bon, après, ils sont quand même académiques, etc. Mais il y a une validation qui est intéressante d'un point de vue académique. Et le deuxième point sur Peterson qui est vraiment fascinant, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui te parle pour donner une idée aux gens dans le cours Maps of Meaning, il doit passer peut-être 4 heures sur Pinocchio. Ouais. Au moins 4 heures, Oui, ouais. 4 heures sur Pinocchio. Et il t'explique les différents archétypes de Pinocchio et qu'est-ce que veut dire Geppetto et qu'est-ce que veut dire le criquet et le méchant et le machin. Là, tout ça, Et c'est l'histoire des histoires, justement, ouais. qui nous permettent de dire pas mal de trucs, en fait. Et c'est un truc incroyablement théorique sur le papier Mhm. qui, tu regardes ça et d'un coup, tu as l'impression de reconnaître un truc ou de voir un schéma que tu peux appliquer dans ta vie. Pourtant, lui, il te mâche pas forcément le travail. Il y a des moments où il va t'expliquer exactement comment ça s'applique dans ta vie. Mais il y Mhm. a beaucoup il va vraiment aller profond dans la théorie et il va aller. Et les gens arrivent à projeter quelque chose dessus et à se voir un truc et à voir un schéma de vie ou un script de vie. Et essentiellement, un des messages principaux de Peterson, c'est qu'il y a du sens à prendre sur toi la responsabilité d'améliorer les choses. Il a une phrase un peu culte, c'est clean your room. Donc, si tu veux changer le monde, commence déjà Ouais. par nettoyer Non. ta chambre et Ouais. voir ce qu'il y a autour de toi. Et il essaie de donner du sens dans le fait de prendre cette responsabilité, notamment à travers tout un tas de métaphores sur euh,
la culture et la nature et la culture qui est le père qui peut à la fois être tyrannique mais à la fois qui donne une direction et la nature qui à la fois donne la vie mais à la fois c'est aussi le chaos et tout. Il a une espèce de framework ultra presque ésotérique et tu vois ça et tu te dis oh putain ça donne du sens aux choses. Et le truc c'est que dans tout ce qu'il peut te dire qui a l'air un peu des fois tiré par les cheveux, tout prend sens en fait. Tout arrive à prendre sens dans ce qu'il peut dire en fait. Et c'est ça qui fait son succès, je pense, c'est que il arrive à résonner en nous, en fait. Bien joué, Peterson. Il est fort. Donc pour ceux qui s'intéressent à ça, le bouquin, je pense, c'est pas un mauvais endroit où commencer. Donc 12 Rules for Life. Sinon, le Maps of Meaning, je pense sur YouTube est bien aussi. Le cours, c'est pas mal du tout pour commencer, ouais. Sachant que si vous cherchez Jordan Peterson sur Google, ça va être l'enfer parce que il y a énormément de controverses autour de lui sur des questions de justice sociale, sans rentrer dedans, mais il n'a pas forcément toujours été traité de manière extrêmement équitable par les médias américains. Et donc il y a pas mal de controverses autour, mais je pense que si tu vas regarder vraiment directement lui, son contenu et ce qu'il raconte, tu as une image beaucoup plus exacte que ce qui a été dit sur lui, qui souvent soit déforme un peu ses propos. Le problème, c'est que comme en fait, il faut se taper 24 heures de cours pour comprendre ce que le mec raconte, c'est assez facile de citer un bout et de déformer les propos. Et personne, en dehors de ses fans, peu de gens vont aller vraiment chercher le contexte. Et voilà, c'était ma petite parenthèse sur ça, mais ne serait-ce que pour l'anomalie d'un prof qui poste des cours sans montage sur YouTube et qui arrive à faire 1 million de vues, ne serait-ce que pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne et pourquoi est-ce que le mec fascine autant de gens, ça vaut vraiment le coup d'aller regarder au moins un petit peu. Et puis même n'importe qui s'intéresse un peu à ce genre de questions un peu profondes. Enfin, moi, par exemple, je sais que depuis toujours, j'aime bien réfléchir à tout un tas de trucs un peu philosophiques, un peu profonds. J'aime bien en discuter avec les gens, etc. Et là, pour le coup, c'est un truc qui... C'est comme si tu te baladais dans un désert, quoi. T'as soif, tu t'en rendais pas forcément compte, et il y a un mec qui vient te ramener à boire, quoi. Tout fait sens, tout est bien intégré, quoi. C'est vraiment bien foutu. Donc, c'est vrai que c'est un conseil qu'on peut donner à beaucoup de gens. Ça. Regarde Peterson. Je voudrais qu'on transitionne sur les 3 petites questions de la fin que j'utilise pour terminer ces épisodes. La première question, c'est si tu pouvais revenir dans le temps et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? De moi-même de 20 ans, quand j'avais 20 ans. Mm-hmm. Quand j'avais 20 ans, attends, parce qu'il faut que je retrouve, j'étais où à ce moment-là? Quand j'avais 20 ans, T'as quel âge aujourd'hui? Là, j'ai 25, là. Donc, il y a de ça 5 ans, je pense que j'étais à la fac. Non, j'avais commencé 42, je pense. J'étais dans ma résidence étudiante. Si je pouvais donner un conseil à ce Harry-là, je pense que je lui dirais rien de spécial. Je lui dirais amuse-toi bien, mec. Je pense que c'est ce que je lui dirais. Tu vois. Mais je pense que si maintenant je voyais un vieux Harry arriver, tu vois, le mec qui a 80 ans, tu vois, je pense que c'est ce qu'il me dirait aussi, tu vois. Amuse-toi bien. Un truc comme ça. Pourquoi tu penses pas qu'il y a des conseils qui sont utiles, il y a des erreurs qui auraient pu être corrigées si tu avais eu cette vision un peu ce recul? Bah justement, si, mais je pense que c'est nécessaire de les faire, ces erreurs, tu vois. Je pense que les choses sont bien faites. Quand on fait les erreurs, on les fait pour une raison. Enfin, c'est notre chemin de vie, en fait. Et ça sert à rien d'essayer de le, je sais pas. Enfin, moi, j'ai pas de regrets, tu vois, par exemple. Enfin, j'ai des regrets, mais c'est des regrets je sais qu'ils sont nécessaires à ce que je suis aujourd'hui, quoi. Donc, si j'avais pas ces regrets, je ne serais pas le Harry qui serait là. Donc, du coup, c'est pour ça que je lui dirais kiffe bien, Harry, amuse-toi, tu vois. Voilà. Ça marche. Et toi, tu dirais quoi, toi? Moi, qu'est-ce que je dirais? Moi, j'avais eu Antoine Pétavin sur le podcast et je m'étais beaucoup reconnu dans ce qu'il disait, c'est-à-dire... Qui est Antoine Pétavin? Antoine Pétavin, c'est le fondateur de Je récupère mon ex. D'accord. C'est le plus gros site en France. Ça, c'est un des plus gros sites en France sur la thématique, notamment de la séduction, etc. C'est un assez gros business. Il avait partagé des chiffres dans les 2 millions par an et ça fait 10 ans qu'il bosse sur le web, etc. Enfin, c'est même plus de 10 ans qu'il bosse sur le web, ça fait 15 ans qu'il bosse dessus. Et il a un bon recul. Et en gros, son conseil, c'était vraiment à son soi-même, c'est vraiment
détends-toi, quoi, ça va marcher. Il avait un peu ce truc que moi j'ai aussi, qui est de se dire putain, tout va se péter la gueule, tu vois, il faut que je bosse à fond, sinon ce que je fais là, ça va plus marcher et je vais être dans la merde. Et une forme avec de le stress recul, du futur. ouais, avec le recul, il y a vraiment le truc de se dire au final, tu vois, ouais, bah ça allait toujours marcher, tu vois. Enfin, j'aurais toujours trouvé un truc à faire, j'aurais toujours pu Exactement. rebondir. J'avais pas besoin d'économiser autant d'argent, tu vois. J'aurais pu plus réinvestir dans les boîtes Ouais. ou me détendre un peu là-dessus. Et je trouvais ça intéressant parce que j'ai un peu la même perception, tu vois. Moi, j'ai vraiment pendant un moment l'idée que j'avais un peu la corde au cou, Mhm. qui est en un sens pas faux, hein, parce que moi, j'ai quand même fait une école de commerce avec un gros prêt étudiant. Et à un moment donné, soit il fallait que je fasse un peu de cash, soit je pouvais pas payer mes prêts et j'étais obligé de Ouais. prendre un boulot, tu vois. Donc il y avait un mur financier, etc. Mais même après avoir passé ce mur, et même encore aujourd'hui, j'ai un peu le sens que tout ce que je fais, ça peut se péter la gueule du jour au lendemain et que je vais être dans la merde et que j'ai intérêt à être prudent et assurer mes arrières, tu vois. Dans une certaine mesure, c'est nécessaire d'avoir cette appréhension-là, tu vois. Ça te permet de pas faire non plus n'importe quoi. Ouais. Mais il y a une différence entre de pas faire n'importe quoi et avoir une fausse perception C'est sûr. que t'es C'est clair. que t'es dans le danger permanent, tu vois. Et je pense que lui, son approche était intéressante. Et moi, si je devais revenir à 20 ans, c'est aussi un truc que je me dirais, tu vois, c'est de prendre un peu cette vision de long terme que pendant un moment j'ai eu, mais il y a aussi eu des moments où il y a des moments vraiment où j'étais dans l'idée que ouais, je m'en fous, tu vois, je vais galérer un peu pendant quelques années et au final ça va marcher. Euh, mais dès que j'ai commencé à un peu moins galérer, paradoxalement, j'avais encore plus peur de me dire putain, ça va se péter la gueule et je serai dans la merde et tu vois. Ouais, je vois. Voilà. Donc c'était, tu vois, par exemple, un truc comme ça, moi, c'est quelque chose que ça m'aurait fait du bien d'entendre ça et qu'on me le dise. Voir le vieux Stan arriver. Ouais. Et mec, j'ai une question, là. Ça m'est traversé l'esprit quand tu m'as dit, quand tu m'as parlé du mec, là. Comment il s'appelle? J'ai grave oublié. Antoine Pétavin. Voilà. J'ai remarqué que sur YouTube, bah, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient issus du milieu de la séduction. Ouais. Et je trouve ça étrange, mec. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Est-ce que je sais pas, une théorie là-dessus? Ouais, je trouve ça m'étonne toujours, tu vois. Même le peu de youtubeurs que je rencontre dans la vraie vie et qui sont, bah, j'en ai d'ailleurs qui sont maintenant mes amis, tu vois, bah, eux aussi sont issus du milieu de la séduction, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe, quoi? Tu veux dire issus dans le sens où ils ont été pratiquants ou dans le sens où ils ont monté un business dedans? Non, pour enfin, pratiquants, ouais, pratiquants, disons. Tu sais, ils se sont entraînés à faire de la drague de rue, enfin, ce genre de trucs. Ils ont toujours eu un pied là-dedans, quoi, tu vois. Et Ouais. moi, c'est quelque chose, par exemple, que j'ai jamais. Enfin, moi, je suis pas du tout passé par là, quoi. Genre, vraiment zéro de chez zéro, quoi. Et du coup, comment ça se fait, quoi, qu'il y ait beaucoup de gens sur YouTube qui, qui soient, qui se soient au moins intéressés, en tout cas, au milieu de la séduction, quoi. Franchement, sur YouTube ou non, hein, moi, je connais énormément d'entrepreneurs qui ont rien à voir avec YouTube, qui sont des e-commerçants, qui font du Amazon FBA, Mhm. qui font du dropshipping et qui sont aussi passés par là. Pour moi, il y a vraiment une cohérence entre les deux dans la démarche et dans l'approche psychologique du truc. Mhm. En gros, la séduction, c'est quoi? La séduction, les gens ont l'impression que c'est juste des gens qui veulent coucher avec un maximum de personnes, mais souvent, c'est pas le cas. Souvent, c'est vraiment l'impulsion de base. C'est vraiment, il y a une zone importante de ma vie et c'est les relations amoureuses. Et je suis pas bon dans cette zone. Et ce que ferait la plupart des gens, la réaction normale d'une personne, c'est de dire oh, il faut juste être soi-même et attendre la bonne personne qui arrivera quand l'univers sera ouvert à toi, tu vois. Ouais. Il y a un peu cet aspect passif de dire voilà, tu finiras bien par trouver quelque chose et ça se démerdera, tu vois. Et il y a Mhm. certains types de personnes qui disent non, moi ça me va pas, moi je veux avoir un truc mieux, je veux faire plus, je veux être proactif, je veux prendre les trucs en main et je veux aller en fait à l'encontre des conseils classiques de la société. Ouais, Et je la vois. séduction, il y a tout un côté un peu underground, il y a un côté un peu, on découvre les aspects secrets de la psychologie humaine qui vont nous permettre de comprendre et qui sont, il y a 50% de bullshit là-dedans, il y a 50% de trucs réels. C'est-à-dire Mhm. qu'il y a beaucoup de choses, notamment sur l'évolution, sur la psychologie des gens, qui sont qui sont pas du tout mentionnés dans la conversation polie entre gens de bonne pensée, et que ta grand-mère te dira pas dans les conseils, tu vois. Et tout ce conseil de il faut juste être soi-même, ça Ouais. aide pas les gens qui sont timides et être juste soi-même, c'est juste rester chez toi et jouer à World of Warcraft, tu vois. Ouais, c'est clair. Sans rentrer nécessairement dans le cliché, mais il y a un côté où ça t'aide pas comme conseil. Et donc, du coup, tu cherches à comprendre, OK,
Qu'est-ce qui fait qu'une personne va être intéressante, va être, tu vois, genre développer ses compétences sociales, c'est un truc de très bizarre de se dire, c'est un truc que je peux apprendre et contrôler et travailler, tu vois. Et en fait, ce type de personnalité qui va essayer de prendre le contrôle d'une zone de sa vie est le même type de personne qui va se dire, ok, ma famille me dit que la manière de vivre, c'est de faire des études, de trouver un bon job et d'essayer de pas trop faire de vagues et de rester un peu dans les trucs et de rester dans un bon job et de gravir des échelons, tu vois. Et il y a une franche personne qui dit non, moi je veux plus, je vais créer un business, moi je vais être indépendant, je vais être le boss, je vais créer des vidéos, je vais poster des trucs sur YouTube, je vais monter un site e-commerce, je vais monter mes produits, etc. Et ces deux personnes ont un peu ce même côté de se dire de pas trop mettre de crédit dans les conseils qu'on te donne, dans la narrative principale de la société, tu vois. Et donc, du coup, il y a une grosse cohérence entre les deux. Et c'est multiplié par le fait que beaucoup de gens qui montent à l'origine un business dans la séduction finissent par ensuite monter un business dans le marketing. Et ça, c'est un truc quoi. Il y a énormément de personnes qui sont dans ce cas. Ou moi, je suis dans ce cas. En France, il y en a plein. Il y a Antoine Pétavin, Alexandre Ross. Enfin, il y en a plein qui ont fait cette démarche-là. Et aux États-Unis, pareil. Et Ben Pagan et tout. Et en fait, ça, c'est aussi dû au fait que le marché de la séduction, c'est un marché de débutants. Et en fait, au bout de 5 ans, quand toutes les questions qu'on te pose à longueur de journée, c'est quoi la meilleure phrase d'approche? Et à un moment donné où t'en as marre et t'as envie de parler de trucs plus avancés. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas un marché significatif pour des produits plus avancés. Tu vois, c'est un marché où les gens débutent et une fois qu'ils commencent à devenir un peu compétents, soit ils sont contents et ils vont vivre leur vie, quoi. Et c'est très bien, ils vont vivre leur vie, mais il n'y a pas de truc suivant. Alors que le marketing, c'est pas le cas. Le marketing, la personne arrive et elle veut trouver une bonne idée de business, monte une idée, il monte sa chaîne, il commence à vendre ses premiers produits. Ok, maintenant je veux monter au niveau. Et en fait, tu as des crans et des crans et des crans dessus, et des gens qui font 50 000 euros à essayer de dépasser les 100 000 euros, les gens qui font 100 000 euros arriver au million, et après ça monte jusqu'à ce que tu aies d'une entreprise du CAC 40 à arriver sur le marché hongrois. Tu vois, tu peux toujours monter en complexité, il y aura toujours un marché qui est là, ce qui fait que moi je connais beaucoup de gens qui ont commencé dans le domaine de la séduction et au bout d'un moment, ils ont fait un peu le tour de leur sujet et en fait, quand tu es arrivé au sommet de ton marché, souvent, tu as un intérêt pour le marketing. Parce que c'est comme ça que tu montes dans un marché aussi concurrentiel. C'est que tu es bon en marketing. Et du coup, c'est souvent une seconde étape qui est logique. Ouais, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai que c'est un peu le même processus mental au final. Et c'est pour ça qu'on les retrouve un peu dans le coin des vidéos, quoi. Ouais. C'est la même démarche. Donc oui, allez, poursuivons Stan. La question suivante, c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Un livre moi, personnellement, je vais dire le meilleur livre que j'ai lu déjà, pour moi, c'était La Grève de, tu sais, Atlas Shrugged de Ayn Rand. Ah, c'était trop bien ce livre. Parle un peu du contexte de ce livre. Parce que c'est très connu aux États-Unis. C'est un truc qui est très de référence qui est très chargé aux États-Unis. Peut-être un peu moins ici. Ouais, c'est très connu. D'ailleurs, je l'ai lu parce que c'était, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais c'était marqué que c'était le 2e livre le plus influent après la Bible aux États-Unis. Et alors j'ai vu ça, je me suis dit attends, je peux quand même pas laisser passer ça, quoi. Le plus influent après la Bible. Et donc, je me suis dit, vas-y, je vais le lire. Et donc, j'ai lu ce truc. Donc, tu veux le contexte du livre, l'histoire, c'est ça? L'histoire qui se passe ouais, donc, c'est un roman? Ouais, c'est un roman. Ouais, déjà, c'est un roman. J'ai pas l'habitude de lire des romans. Et puis, celui-là, il fait 1400 pages, il me semble. C'est vraiment c'est costaud. C'est écrit petit. C'est comme un petit dico à l'ancienne, quoi. C'est vraiment long, quoi. Mais l'histoire est super prenante. En fait, ça se passe dans un monde. Alors, pour ne spoiler personne, ça se passe dans un monde, je sais pas, il me semble que c'est les années 30, 40, je sais pas, quelque chose par là. Ouais, c'est l'industrialisation. Ils sont assez à fond sur tout ce qui est l'acier, les chemins de fer, pour donner une idée. Donc, exactement. On est à ce moment-là. Acier, chemin de fer, au top. Et donc, l'héroïne du truc, c'est donc c'est la sœur du mec qui dirige une des compagnies de chemin de fer, en tout cas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le monde dans lequel elle vit, tous les gens qui ont des entreprises et qui font tourner le pays, en gros, commencent à disparaître mystérieusement, quoi. Et puis, je n'en dirai pas plus. Donc,
C'est un livre qui est assez chargé, je disais, aux US, parce que il est considéré comme ayant un message politique Exactement. pro-capitaliste assez marqué. Et Ouais. c'est donc Ayn Rand, elle a fondé une philosophie qui s'appelle l'objectivisme. Et en fait, elle a une Mhm. histoire particulière, c'est que elle a grandi en fait, elle est née en Union soviétique. Ouais. Et elle a ensuite émigré aux US et elle a développé une philosophie. Et donc, du coup, le livre est considéré comme étant presque, par certaines personnes qui sont pas d'accord nécessairement avec ce message-là, presque comme étant un élément de propagande pro-capitaliste, pro-libéraliste, C'est vrai, ouais, ça pro-libéralisme. fait peur à certaines personnes, Mm. effectivement. Toi, qu'est-ce que et de l'autre côté, beaucoup de gens vont le citer comme étant le livre qui a changé leur vie, qui leur a ouvert les yeux sur le fait de prendre sa vie en main et de s'autodéterminer, etc. Donc c'est un truc qui est très clivé d'un côté ou de l'autre. Mhm. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah, c'est vrai que par rapport au fait de prendre en main sa vie, etc., il y a vraiment quelque chose. Bah, moi, depuis le premier livre que j'ai aimé d'un point de vue philosophique, c'était comment ça s'appelle le truc de Sartre, un tout petit bouquin. La nausée? Quel? Non, un tout petit truc. Et c'est pas vraiment un livre, c'est plutôt. Enfin, si, c'est un livre, mais il l'a pas écrit. C'est une interview qui donne. Enfin, alors, comment ça s'appelle? Sartre. L'existentialisme, putain. Voilà. L'existentialisme est un humanisme. Et donc, dans ce bouquin, qui est le premier bouquin que j'ai lu au niveau de la philosophie, il y a vraiment ce côté que tu as la responsabilité de ta vie. Enfin, tu es seul à avoir la responsabilité de ta vie. Et c'est vraiment. On va vraiment en profondeur de cette idée-là, quoi, dans ce bouquin-là. Et du coup, dans la grève, on retrouve un peu cette idée que l'individu, en fait, a vraiment un grand pouvoir, quoi. Euh, et du coup, euh, et du coup voilà, c'est la grève. Et c'est vrai qu'il y a un côté politique, effectivement. Mais je sais pas, moi, je me sens pas touché par ça. Enfin, je me suis jamais mis dans une case au niveau capitaliste ou autre, tu vois, capitaliste, communiste. Ça m'est égal, tu vois. Mais le bouquin est bon. Et il Hmm. faut le dire, tu vois, quelle que soit son orientation politique, tu vois, il est vraiment bon, quoi. L'histoire est bien foutue. Je me levais la nuit pour le lire, le truc. Je me disais, putain, il faut que je le lise. Il faut que j'aille un peu plus loin dans l'histoire parce que, putain. Et voilà, enfin, je sais pas, très bon bouquin. Tu l'as lu toi aussi? Il me semble que je suis pas allé au bout de ce bouquin, T'es mais j'en ai pas lu une allé grande au partie. bout. Je suis pas allé au bout, ouais. Et tu sais quoi, je me souviens plus exactement pourquoi, mais c'est un de ces bouquins mais je l'ai lu une bonne partie et j'ai une bonne idée de ce que ça représente et Ouais, de ce que ça raconte. Euh, Quoi, je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, parfois, quand un bouquin est long, il suffit qu'il y ait un truc qui était interrompu dans la effectivement, lecture et tu l'as jamais repris et après, t'as pas réussi exactement. à C'est rentrer comme dedans. quand tu regardes un film, tu fais Ou une quand tu pause. crées une formation. Exactement, exactement. Donc Voilà. ouais. Donc ouais, Euh, c'est mon bouquin préféré. Mais si tu me demandais le conseil que je donnerais, ce serait pas forcément de lire ce bouquin parce que je sais qu'il y a peu de gens qui déjà aiment lire et qui ont envie de lire un truc aussi long. Il y a vraiment peu de gens qui sont prêts à faire ça. Mais par exemple, il y a beaucoup d'abonnés qui me posent la question, ouais, j'aimerais commencer à lire des bouquins sur le développement, non, non, 1, 2, 3, 4, 5, sur le développement personnel, sur le business, etc. Et ce que je leur conseille, c'est de lire La Semaine de 4 heures pour commencer, en fait. Et puis après, en fait, je leur dis, ils verront après, quoi. Parce qu'en fait, je trouve que enfin, c'est dur de conseiller comme ça une suite de bouquins. Tu peux commencer à intéresser les gens avec un bouquin, mais je pense qu'après, le chemin vers d'autres bouquins, c'est à eux de le faire par rapport à leurs propres questions, en fait. Donc comme premier bouquin, pour commencer à se mettre dans l'ambiance de enfin, changer d'état d'esprit par rapport à tout ce qu'on entend ici en France, classiquement parlant, enfin, plein d'idées un peu chiantes, quoi. Bah, La Semaine de 4 heures, ça te sort un peu de ça, quoi. À la fin du livre, tu te dis, putain, il y a tout un truc auquel j'étais passé à côté, quoi. En fait, on peut penser autrement, on peut penser comme ça, on peut se dire que ça, on peut le voir comme ça, etc. Enfin, c'est vraiment un bouquin par lequel on peut commencer, celui-là. Ça, c'est aussi un truc, tu vois, sur le moi-même de 20 ans. Ça, c'est bien un bouquin Ouais, que j'aimerais envoyer, tu vois. Il était sorti à l'époque, hein. Je sais pas s'il était ouais, traduit en français, mais il est sorti en 2007, je crois, La Semaine de 4 heures. ouais. Et si je pouvais leur envoyer, tu vois, genre un paquet Amazon rétroactif pour moi-même de 20 ans, ça m'aurait bien aidé. Ils font pas encore ça, Amazon? Ouais, non, c'est un peu décevant.
Bientôt, bientôt. Par contre, je sais pas si t'as vu, mais ils ont maintenant une nouvelle innovation où ils peuvent changer ta serrure pour une serrure Amazon. Et donc, le mec qui livre ton paquet peut ouvrir ta porte et déposer directement le paquet dans ta maison. Ils ont commencé à tester ça aux États-Unis. Il y a des vidéos sur YouTube ouais, le mec arrive à la porte ou ouvre la porte avec son smartphone et dépose le paquet directement chez toi. Parce que les États-Unis, comme ils ont beaucoup de maisons individuelles, Ouais, ils le mettaient sur le palier et du coup, ils se le faisaient piquer. Donc, Bezos, c'est sur l'affaire. Ouais. Ils sont trop marrants, Amazon. Troisième et dernière question pour boucler sur les petites questions. C'est est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Moi, ce serait Just Do It. C'est mon tatouage là, que j'ai là. Donc, sur le poignet gauche. Ouais, je me le suis tatoué en fait quand j'ai commencé. Si tu veux, quand j'ai commencé Shifty Rose, dont on parlait tout à l'heure, là, c'était un peu le premier truc que je lançais de mes propres mains et que je devais vraiment m'auto-motiver d'une façon que je savais pas que c'était possible d'aller aussi loin dans la. En fait, je me mettais une grosse pression. Je me disais, mais là, il faut que je fasse ce truc. Alors, j'ai plus qu'à le faire. Mais pourtant, j'ai l'impression que je le fais pas, quoi. J'avance pas autant que je pourrais avancer. Et c'était quelque chose qui m'a vraiment commencé à. J'étais énervé contre moi, quoi. Je me disais, mais attends, mais avance, bordel, fais-le ce truc que tu as envie de faire, quoi. Sinon, ça veut dire qu'en fait, tu veux pas le faire ou bien fais autre chose. Et donc, je me suis dit, j'étais vraiment fâché contre moi, tu vois. Et je me suis dit, j'ai limite envie de me scarifier, mais fais-le, putain, tu vois, avec un couteau sur le. À chaque fois comme ça, je vais me réveiller et puis je verrai fais-le, et je me dirais, ah oui, il faut que je le fasse, quoi. Et donc, du coup, dans cette logique-là, je me suis pas scarifié, mais j'ai acheté une aiguille, de l'encre, et je me suis auto-tatoué. Tu t'es auto-tatoué? Ouais, je me suis auto-tatoué, ouais. Ça fonctionne comment? L'aiguille, c'est quoi? C'est électrique ou? T'as plusieurs choix. Bon, soit tu le fais avec en fait, tu peux te tatouer avec n'importe quoi, n'importe quel truc pointu et de l'encre de Chine. Il suffit de te faire des petites entailles avec l'encre et en fait, l'encre va rester sous ta peau, en fait. Ok. Mais tu peux quand même faire les choses un peu mieux si tu achètes des aiguilles spéciales tatouage. Il y a des aiguilles. En fait, c'est les mêmes aiguilles qu'ils prennent pour les machines, mais tu peux les utiliser directement avec ta main. Donc, il suffit de te planter comme ça, tranquillement, être patient avec ton encre et tu te plantes. Et donc, voilà. tu mets l'aiguille dans l'encre, tu la plantes dans la peau et tu remets dans l'encre, etc. Ok. Après, le mieux, c'est d'acheter de l'encre spéciale pour tatouage, puisque l'encre de Chine que tu peux écrire avec, tu peux aussi te tatouer avec, mais ça vire vite au bleu. Donc, j'ai suivi les conseils d'une amie à moi qui est tatoueuse et elle m'a dit de prendre de la véritable encre, et c'est ce que j'ai fait. Et du coup, c'est encore noir. Pourquoi est-ce que tu as voulu le faire? T'as voulu le faire toi-même pour une raison particulière? Ah oui, parce que c'est beaucoup plus fort, en fait. C'est comme un message. Enfin, comme je te dis, au début, c'était une envie de limite se scarifier, quoi. Et du coup, le fait de se l'être fait tout seul, je trouve que c'est beaucoup plus fort comme message, quoi. Puis que c'est un message de moi-même que je vois tout le temps, quoi. Et je sais que c'est moi qui l'ai fait, parce que je me souviens encore de quand j'avais mal en train de me le faire, quoi. Après, c'est dommage qu'il y ait Nike qui m'ait volé mon slogan, mais bon. Ouais, c'est dommage. Voilà. Écoute, Harry, on va terminer là-dessus. Est-ce que tu peux donner aux gens où est-ce que les gens peuvent te retrouver pour en apprendre plus sur ton travail? Alors moi, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Harry JMG et voilà, quoi. Sinon, vous pouvez aussi me parler sur j'ai la page Facebook qui est associée ou m'envoyer un message, mais je réponds pas très souvent, donc ça sert à rien. Le mieux, c'est quand même de regarder mes vidéos et d'espérer me croiser un jour dans la rue pour que pour que là, on ait une vraie discussion, quoi, parce que c'est vrai que les commentaires, etc. Enfin, en ce moment, je fais vraiment une cure de désintoxication de tous ces trucs un peu virtuels, quoi. Je trouve ça un peu malsain à force, quoi. Puisque c'est pas des vraies relations, en fait, que tu as avec les gens et c'est dommage, en fait. C'est dommage. Ça marche. Donc voilà. Allez regarder les vidéos sur YouTube. C'est de me croiser dans la rue. Harry JMG ou alors voilà, arpenter les rues. Finirai par me trouver un jour. Cool. Merci Harry. À bientôt. À bientôt. Merci Stan, à toi.
Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce parcours de Harry, qui est encore, à mon avis, en train de trouver le truc qui va le faire exploser, moi j'ai cru directement dès que je suis tombé sur sa chaîne, je me suis dit ce gars-là il va aller très loin, il a cette étincelle, il a ce dynamisme, il a cette volonté, il a cette direction qui vont faire qu'il va bientôt exploser. Je suis content de l'avoir eu sur le podcast juste un peu avant qu'il ait un gros succès, parce que ça me permet de continuer à pouvoir dire que je sais comment sélectionner les gens qui vont réussir derrière. Et je pense que un des grands éléments qui m'a permis de voir que c'est un gars qui allait aller loin, c'est qu'il était capable de se démerder quand il est dans une situation. Il est capable, vous voyez, de rebondir sur son projet vers une vidéo YouTube, vers un projet de consulting, vers maintenant du développement en freelance. Et je pense que cette capacité à pouvoir se débrouiller, à pouvoir vendre, à pouvoir construire un réseau, à pouvoir identifier les opportunités, c'est quelque chose qui va être indispensable pour les années à venir, dans le sens où on n'a plus une entreprise qui va s'occuper de nous pendant des années. Et si vous n'êtes pas vous-même capable de générer, de créer vos propres opportunités, ça va être de plus en plus difficile de prospérer et de survivre dans la nouvelle économie. Et c'est quelque chose qui, pour ceux d'entre nous qui sommes assez techniques, qui sommes un petit peu dans notre compétence, qui peut être difficile à accepter. Ça s'apprend. Moi, c'est quelque chose qui n'était pas naturel pour moi, de savoir comment vendre, de savoir comment présenter des idées, de savoir comment communiquer. Même si aujourd'hui, c'est devenu mon métier, à l'origine, j'étais plutôt quelqu'un d'introverti, j'étais plutôt quelqu'un qui était dans mon univers, un peu à travailler sur mes projets. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que si j'apprenais pas à communiquer, j'allais jamais pouvoir m'en tirer sur la partie entrepreneuriale. Et là où je veux en venir, c'est que si aujourd'hui vous voulez vivre de manière indépendante et pouvoir générer un revenu comme ça en étant freelance, en pouvant convaincre les gens que vos projets valent la peine d'être menés, que vous allez apporter de la valeur et pouvoir développer cette crédibilité auprès de clients, il vous faut non seulement des compétences de designer, de développeur, quel que soit le service que vous allez apporter, il vous faut aussi des compétences de vente. Et si vous n'avez pas naturellement ces compétences de vente, parce qu'on ne les a pas tous, il va falloir les apprendre. Et moi, j'ai créé une petite formation gratuite que vous pouvez recevoir dans votre boîte mail pour apprendre ces compétences de networking, de vente qui vont faire de vous un super freelance, qui vont faire de vous un freelance qui peut trouver facilement des nouveaux clients, qui peut se développer une stabilité dans ses revenus et qui peut se développer une régularité et une liberté qui lui permet de ne pas bosser tout le temps, de pouvoir avoir une flexibilité, comme l'a expliqué Harry, l'avantage de pouvoir se servir de son travail de freelance pour financer ses projets à côté. Ce qui est aussi dans une certaine mesure ce que moi j'ai fait sur Marketing Mania, puisque Marketing Mania était à l'origine un service de publicité Facebook. Et c'est uniquement parce que j'avais eu ce succès grâce à mon service en freelance publicité Facebook que j'ai pu évoluer sur le podcast, sur la chaîne YouTube, sur les formations. Si vous avez envie d'apprendre ces compétences avec moi, j'ai une petite formation gratuite. L'adresse, c'est marketingmania.fr/freelance. C'est totalement gratuit. Vous allez avoir pas mal de conseils vraiment utiles. Si vous voulez aller plus loin, j'ai bien sûr une formation qui est payante derrière, mais vous pouvez très bien vous contenter de uniquement suivre la formation gratuite si vous n'avez pas le budget ou l'envie d'aller plus loin avec moi. Pour avoir les conseils gratuits sur comment développer ses compétences de networking et de vente, je vous redonne une dernière fois le lien marketingmania.fr/freelance. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.